I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Le Vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Ah, ben c'est le vestiaire, et c'est un vestiaire festif aujourd'hui. Oui, c'est comme ça qu'on ouvre même le show live de Radio Pirate, parce que c'est le sujet. Les chefs ont pris le bord, la décote du Québec a pris le bord. C'est pas grave si on est pauvre, on va être taxé plus. Le Canadien est en play-off, le reste, on s'en calisse. Même si on n'a plus de bouffe, on n'a plus d'argent dans notre compte de banque, on n'a plus rien. Trump nous a mangé le fond de culotte. Pas grave, le Canadien est en play-off. Moi, je sais pas quoi dire. Je laisse le silence parce que je... Ben non, j'aime le silence. C'est le seul esti de projet de société qui nous reste, le Canadien qui nous rassemble encore. Je sais pas si c'est beau ou triste, mais ça, c'est une réalité. Jouons sur le beau. Mais je comprends pas, Jeff, tu dis pourquoi tu dis qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. J'avais affaire à Drummondville lundi. Fait que je me suis dit, tant qu'elle allait à Drummondville en fin de journée, parce qu'il fallait que j'arrive là à 4 heures, parce que c'était le stock allait être prêt à 4 heures. Fait que j'ai dit, tant qu'à aller à Drummondville, fait que je vais continuer, je vais aller voir la game du Canadien. OK. Puis là, je regarde ça, là, en haut, là, mettons, à 4 heures, 4 heures et quart, là, le lundi, là, c'était 500 piastres du billet. 500 quelques piastres, plus les frais, c'est 600 piastres. Je revirais de bord. Mais ils les vendent, là. Tout était vendu, là. Ça fait que le monde, ils ont du cash un peu. C'est parce que t'as... Non. Non, OK. Les gens achètent des affaires sur la marge de crédit, sur la maison qui a augmenté de valeur. On est allé chercher un petit swing sur la maison. Il se passe des affaires bizarres, là. Parler avec beaucoup de monde qui sont dans les finances puis qui regardent les hypothèques de maison puis les patentes de même, là, il se passe des astis de patentes bizarres. Il y a même des gens qui mettent des affaires de même, des tickets qu'ils achètent sur, mettons, Ticketmaster, tout ça, sur 12 mois. Mais, on l'a vu cette semaine, on l'a vu l'histoire. Mais il y a encore du monde qui ont du cash. Ah oui, il y a du monde qui ont de l'argent, des entrepreneurs, du monde qui ont certains types d'emplois qui ont augmenté de 15-20% après la pandémie, augmentation. Il y a du monde qui a de l'argent. C'est juste qu'il y en a plein qui n'ont plus. Puis c'est pas ce monde-là qui achète des tickets à 500 le jour même. Là. Mais c'est quoi? Vous allez pas me dire qu'il n'y a plus d'argent, là, parce que moi, j'ai un de mes clients là, qui fait... Moi, c'est la 16e année que je travaille dans la construction, que je vends des matériaux de construction pour matériaux dettes. C'est la première année, la première fois que je vois ça, un entrepreneur entrer dans un quartier, vendre 51 maisons en 30 jours, vendu, fini, final, puis le jumelé est à 400 000, puis la maison unifamiliale commence à 750 000. Maison en rangée, 500 quelques mille. Terrain pas fait, rien. Puis là, il repart 30 autres. OK, parfait. Puis ils sont vendus. OK, parfait. Tu veux parler de ça? Parfait. Non, mais Jeff, écoute-moi bien, là. Laissez-moi finir, là. Laisse-moi finir, là. Là, moi, là, si je me... Puis je regarde le monde qui ont ça, parce que là, ils ont commencé à habiter les premières maisons qu'ils ont construites. C'est des gens, mettons, entre 25 puis 30 ans. OK? Ils font quoi? Ben, je sais pas ce qu'ils font, mais moi, si je me mets à 25-30 ans, puis je voulais aller à la banque, puis je voulais avoir un prêt de 850 000, même si je faisais un peu d'argent, ça aurait été refusé. Pourquoi aujourd'hui, tout est accepté? Expliquez-moi ça. Pas tout est accepté. Pas tout, Jeff. Pas tout est accepté. Mais non, on parle à des gens qui font des prêts de maison. J'ai hâte que tu arrives à Québec. Je vais venir te chercher ici. Ben, c'est pas ça. Je vais te faire le tour. Tu vas parle aux gens qui font des prêts de maison. Qui a ces prêts de maison-là? Moi, te le dire, qui a ces prêts de maison-là? Il y a une catégorie de personnes qui ont ces prêts. Il y en a juste une. Qui a eu 100 000 $ de salaire il y a 6 mois dans des conventions collectives? C'est des employés du gouvernement. Quand vous allez dans une banque en ce moment pour aller chercher un prêt d'une maison qui a une valeur dangereuse en passant, regardez ce qui se passe à Toronto, ça va finir par nous toucher. Et vous allez avoir des gens qui ont des emplois
parce qu'ils ne parleront pas et ils ont des conventions collectives avec des salaires de 80 000, 90 000 et 100 000. Des profs, des infirmières, des patentes de même. Si tu arrives là, puis tu dis, j'ai un beau restaurant, puis je vais aller chercher 800 000 pour avoir une maison, le gérant de banque va te calisser des hors pieds dans le cul. OK? C'est de même que ça marche, là. C'est actuellement, par n'importe qui dans le domaine des hypothèques, les gens qui sont privilégiés, c'est les gens accrochés au gouvernement. J'ai une petite nouvelle pour eux autres. Hier, ils viennent d'avoir une décote. Pas à l'abri d'avoir 25 000 employés qui se font calisser des hors. La dernière fois que c'est arrivé, moi, c'est arrivé dans la maison chez nous. Là. Les salaires ont été coupés de 20 % par le gouvernement. Là. Donc, c'est mieux de continuer à bien aller. On est mieux de continuer à bien vivre parce que, me dire quoi, les conséquences risquent d'être un peu plus plates pour eux autres. Mais tant mieux pour eux autres, tant mieux, gars, je suis bien content. J'aurais jamais voulu avoir une maison de 800 000 à 25 ans, je peux te le dire. Ah, mais les gars, c'est l'offre et la demande. Tu sais, je veux dire, là, je veux pas rentrer dans un domaine d'expertise qui est pas le mien, tout le monde va me ramasser pour ça, là, mais c'est l'offre et la demande. Il y a plus de monde, puis il y a pas plus de maisons. Fait que dès qu'il y a des maisons qui sont construites, qui ont du sens, qui sont mises en vente, il y a toujours quelqu'un qui va arriver à quelque part pour l'acheter parce que c'est ça, on est beaucoup trop... Il y a un problème d'offre en ce moment. Ça fait que le prix des maisons est exubérant. Et on va toujours trouver quelqu'un. On va toujours trouver quelqu'un pour l'acheter, cette maison-là, tellement que l'écart entre l'offre et la demande est grand. Mais ça veut pas dire que le peuple moyen et les gens qui ont des jobs moyennes sont capables de se payer ces maisons-là. Oui, parce qu'on parle de 50-60 maisons. On parle pas de 5 000 maisons, là. Il y aura toujours... Pour 50-60 maisons, tu vas en avoir des clients. Si tu en bâtis 5 000, là, tu vas avoir un problème. Là, tu vas finir par manquer de clients. Là. Il est là, le bug. Tant mieux pour ton chum... je sais pas, c'est quelqu'un que je connais en plus? Oui, très bien même. OK, regarde. Tant mieux pour lui. Oh, tant mieux pour lui. Puis tant mieux pour toi, puis tant mieux pour ceux qui vendent toutes sortes de matériaux alentour de la construction. Les plombiers, les cibles, ça, tant mieux. Moi, je suis le premier à vouloir plus de maisons, plus de terrain, plus de dézonage, plus de ci, plus de ça, qu'il y ait plus d'inventaire pour que les gens qui achètent des maisons de bungalow à 450 000 en surenchère la payent 250 000. Il est là, le bug est là aussi. Là, les jeunes, hey, je sais pas si ton gars était assez vite là-dedans, là, mais moi, mes filles, dans 5, 6, 7 ans, quand on va vouloir avoir une maison, my God, ça va être rendu à combien le bungalow tout croche? Mais anyway, revenons à nos Canadiens. Tant mieux s'il y a des gens pour acheter des billets à 500$. Bonne nouvelle, ça va changer le mot du Québec. C'est une nouvelle inattendue. On commence par le match d'hier. La semaine était tough. Même le match hier aurait pu prendre un bord et de l'autre. Tambo a bien gaulé. Mais ça m'a dit de quoi c'était le temps que ça arrive, là, parce qu'on commençait à manquer de gaz. Avez-vous vu comment que le tempo et les joueurs ont diminué leur intensité quand ils ont compté un but? C'est épouvantable. Ça prend pas un connaisseur de hockey pour voir ça. Là. Puis même lundi, c'était ça. Là. Ils sont venus ses nerfs. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Une chance que Montembeault était là, mais une chance que l'autre bord n'avait pas de club. Là, parce que les 7-8 dernières minutes de la troisième, là, ça chauffait. Ça chauffait. Puis pas sûr que dans les culottes à Martin Saint-Louis, tout était beau à la fin. Là. Mais c'est ça le plan, Les. On voulait jouer des matchs significatifs parce que les kids, puis là, by the way, le Canadien est leadé par des jeunes. Les 4 meilleurs pointeurs, c'est Suzuki, Caulfield, Hudson, puis Slavkovski. Puis ton meilleur défenseur en fin de saison, c'était Goulet. Fait que c'est des jeunes qui traînent l'équipe. Puis le but, c'était de jouer des matchs significatifs dans le mix pour se rendre en série, pour que quand ça va être vraiment important dans 2-3 ans, ces gars-là y aient appris des erreurs qu'ils ont faites sous le stress cette année. Les derniers matchs, là, ça fait partie d'un apprentissage. Ces gars-là, oui, t'as raison, ils ont baissé les bras un peu, ils étaient au-dessus de leurs affaires. En même temps, les débuts de match, ils étaient beaucoup trop nerveux, ils tiraient pas au net. Ça fait partie du processus. Il n'était pas de calibre contre Chicago. Il n'était pas de calibre contre Chicago. Mais ils jouaient pas de la même façon. Chicago était là sans aucun stress, sans rien. Le Canadien tentait de clincher, puis il savait, là. Le Canadien, que s'il ne clinchait pas, c'était une catastrophe. Fait que c'est un peu normal ce qu'on a vu. Là. Ouais. Non. Mais t'as vu, laisse. T'as la calotte sur la tête. T'as ton chandail vintage. T'es équipé pas à peu près. T'es crinqué. T'as l'air quasiment down. Non, mais tu sais, je suis pas down, mais on aurait dû clincher avant ça. Sérieusement. Oui, c'est sûr, on avait 8 points d'avance. Oui. Ouais, on aurait dû clincher avant ça, puis ça me fait peur. Là, je pense que le stress est fini, là, parce que là, on embarque en série, on n'a plus rien à perdre. Là, tout le monde pense qu'on va perdre en 4. Fait que là, même si on tire de l'arrière, tout ça, on va être moins stressé. Mais oui, ça paraissait qu'on était jeunes. On était jeunes. Hey, Slavkovski en échappé hier, la passe qui a échappé.
un joueur dans la Ligue nationale. Là. Tu joues pas le mardi dans la Ligue du Barcelino. Là. Je pose une question sur toutes sortes de jeux bizarres qu'il y a eu dans ce match-là. Est-ce que la glace était bonne? Ben, ils disent que pour avoir parlé du monde qui ont joué là, apparemment, c'est une des plus belles glaces de la Ligue. OK. Parce que là, il échappait à Puck tout le temps. Là. Lui, il faudrait qu'il mette du tape. Mr. White, qui n'est pas un spécialiste de hockey, il dit, Chris, dans le début de la game, la Puck, il perdait tout le temps. Ouais, mais il devrait mettre du tape sur son hockey. Là. Ouais. Mais je sais pas si quelqu'un y en a parlé ou si quelqu'un, il faut qu'il en parle, là, mais tu sais... Ça, c'est bizarre, sur le bout, là. C'est bizarre, moi. C'est bizarre parce qu'il l'échappe tout le temps. S'il l'échappait pas, au moins, on dirait, ben, Chris, ça marche. Mais ça marche pas. Non. Le tape, il n'est pas là juste pour protéger la palette. Il n'est pas là juste pour le look. Il est là parce qu'il y a un effet sur la POC. Là. Oui. Puis là, c'est tout des tu sais, quand la palette est en bois, c'est un peu moins pire, mais là, c'est tout du graphite. Là, tu sais, c'est tout... fait que c'est glissant. Là. En tout cas, peu importe... il était sénère, le gros, hier. C'est sûr et certain. T'es nerveux, Les. Je veux dire, je veux pas être rabat-joie parce que c'est une journée ultra le fun puis positive, là, mais ils passeront pas à travers les Capitals en première ronde. Tu sais, je veux dire, leur Coupe Stanley, ils l'ont gagné hier soir, tu sais, contre une équipe qui était remplie d'AHLers. Je veux dire, juste de faire les séries, je veux dire, on les aurait pas fait si on était dans l'Ouest. C'est fabuleux, là. Je sais pas quel terme prendre, mais la suite, on s'en crisse un peu, là. Je veux dire, ça arrivera pas, là. Mais c'est pour ça que ça peut être trompeur. C'est pour ça que ça peut être trompeur, parce que les autres, ils vont embarquer là comme s'ils n'ont rien à perdre, là. Ils n'ont rien. S'ils se font clencher 7-0, là, pas grave, là, parce qu'on n'a pas, on n'est pas de calibre avec eux autres. Ça peut-tu ressembler un peu à pendant le COVID, là, la saison bizarre, là. Quand on a pogné Toronto, on savait que c'était juste la division canadienne, mais on a pogné quand même Toronto. Là, on n'avait pas grand-chance, ben. Là. Non. Et là, c'est venu 3-0, puis là, c'était réglé. Je pense qu'on n'a même pas personne à regarder le quatrième match. Là. Mais tu sais, quand on dit, puis tout le monde le dit, l'important, c'est d'entrer dans les séries. Puis après ça, c'est une nouvelle saison. Fait que c'est une nouvelle saison, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas comment ça va sortir. Chose est sûre, on est mieux de mettre nos épaulettes. Parce qu'eux autres, l'autre bord, j'ai regardé à matin, là, c'est tous des gros joueurs. Là. Oui. Puis les 2 dernières games, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Hudson, là, c'est pas fait frapper de même de la saison. 2 checks hier, en pas grand temps d'écart, là, 2 gros checks. Là. 2 checks d'hier, 1 ou 2 lundi, que quand il était à genoux, il se branle la tête. Ça n'a pas arrivé une fois. C'est sûr que Washington va... Parce que c'est lui carrière. Donc, c'est sûr que la cible, ça va être lui. Là. Washington, le numéro 48, sur le board, dans la chambre. Puis si vous passez à côté, c'est obligatoire de finir ton check. En saison, non. Mais là... Il va y avoir moins de power play. Là. En série, il y en a moins de punitions, il y a moins de power play. Hudson ramassait beaucoup de points, ses power play. Je veux dire, on peut pas espérer passer. Tu parlais de 2021, Jeff, contre Toronto, contre Winnipeg, contre Vegas. C'était tous des vétérans sur le bord de la retraite qui se sont levés. Tu sais, je veux dire, il y avait du vétéran, Stahl, Weber, Price, Corey Perry. Il y en avait du monde, tu sais. Là, tu sais, Gallagher, Dano, Tatar, il y avait beaucoup. Là, c'est des jeunes qui traînent l'équipe. C'est ça qui est cool, parce qu'à long terme, on va mais à ce moment-là, personne, quand on est rentré dans les playoffs, nous voyait passer à travers Toronto, pareil. Là. Je suis d'accord avec la même comparaison, mais ça n'arrivera pas. Je veux dire, on a gagné, là. On célèbre, là, qu'on fasse... Hey, by the way, OK, petit scoop, là. Hier, il y avait un party des employés au Centre Bell parce que, tu sais, au début de l'année, puis même en milieu d'année, on s'attendait pas à faire les séries. Après le match, on gardait tout le monde 2 heures, puis on faisait un genre de petit party. Chris, ils l'ont annulé le party parce qu'il avait peur des émeutes tellement que faire les séries, c'est gros. Fait que là, t'as des employés qui s'attendaient à faire un petit party après la game hier. On leur a dit, non, on annule ça, là, on a peur des émeutes pour votre sécurité. Ben oui, on annule le party. Je te le dis, Jeff, hier, ils pensaient vraiment que ça allait virer tout croche dehors parce que c'est notre Coupe Stanley de faire les séries. Ouais, je sais. Hey, là, on a pensé à toi dans le premier match de Demidov quand on a vu sa passe, puis on a vu son genre de feinte sur la POC qui rebondit sur la bande, puis toute la patente. On s'est dit, je ne sais pas si laisse encore le même point de vue comme de quoi que Demidov, on n'aurait pas dû l'amener, en tout cas, peut-être l'amener, oui, là, mais pas le faire jouer dans le line-up. Donc, est-ce que ton take a changé là-dessus? Mon take était que, sais-tu quoi, dans le game de lundi, là, je ne sais pas si vous l'avez regardé le match, là, mais il a fait un chiffre en power play genre d'1 minute 40. Puis Caulfield était debout de sa bande pour embarquer. Tu comprends? Lui, son pain, son beurre, c'est en power play. Caulfield, on s'entend? Oui.
c'est pas très bien vu dans une équipe qu'un jeune arrive de même, qui a pas. Oui, il a du talent, puis oui, ça va être le meilleur joueur du Canadien dans pas longtemps. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a une hiérarchie là-dedans. Là t'embarques dans le bandwagon de Mr. White. Mr. White, il dit que le Russe, il va mettre la marde, il met la marde dans l'équipe. Non, j'irai pas jusqu'à là, mais Martin Saint-Louis, il a collaboré ce que j'ai dit ici. Hein. Il dit, lui, il n'a rien fait dans la ligue, puis lui, il arrive. Là. Nous autres, il y en a qui ont joué avec des poignets cassés, ont joué blessés. Mais c'est avec eux autres que je vais jouer. Là. Oui, je vais l'embarquer. C'est pour ça que j'ai joué 10 minutes hier. Ouais, oui, je vais l'embarquer, puis oui. Mais, dans la Ligue nationale, c'est pas à KHL. Là. Quand je le veux. Hey, puis il joue avec Lainé. Quand il se promenait avec le puck, les deux, à la ligne bleue, là, si tu perds le puck à la ligne bleue dans zone adverse, dans la Ligue nationale, ben je sais pas c'est quoi le pourcentage qu'il y a Chris dedans l'autre bord, mais ils sont assez élevés. Puis avez-vous vu que. Il y en a pas mauvais en tabarnache. C'est qui est mauvais. Oui, là, quand il y a pas puis il essaye de jouer. Moi, je pourrais pas coacher un gars de même. Là. On dirait qu'il est arrêté tout le temps. Il a des bonnes mains. On dirait qu'il est arrêté, mais il est souvent à la ligne bleue. Okay, il perd le puck là. C'est tout le temps dangereux. Là. Oui. Puis là, Demidov, il donne là. Fait que ça, c'est dangereux. C'est sûr que Martin Saint-Louis a vu ça. Là. Fait que je suis pas sûr. Ben, oui, côté talent, tout. D'après moi, ça va être un des tops. Là. Un des tops dans la ligue. Là. Ah, c'est un top 5, top 10 dans la ligue si tout va bien dans 2-3 ans. Sûr, certain. Sauf que là, attends, lui, il arrive là, il y a du monde qui sont qui l'ont eu à la dure depuis 2 ans, puis qui sont là, puis qui se sont battus pour faire les playoffs. Tu dois pas arriver comme ça puis voler du temps de glace à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans le vestiaire, Les, qui m'a dit qu'après les games, depuis 2 semaines, il n'y a personne qui prend pas de glace ou de bouillotte chaude. Dans le vestiaire, ils sont tous maganés. Il y a toute la gang, là. Tu sais, pas juste Anderson, Gallagher qu'on le sait, puis toute la gang. Il a remplacé qui, lui, là? Il a remplacé qui sur le line-up? Ah non, mais Kapanen ou Joshua Roy ou Michael. Mais ça, c'est correct. Mais ça, c'est correct. Tu sais, Joshua Roy, là, ses patates sont cuites. Là. Lui, il vient d'être retourné à Laval. Là. C'est terminé, Joshua Roy. C'est fini, il ne remontera plus jamais. Là. Dans mon livre à moi, c'est fini. Là. Il a eu ses chances, c'est terminé. Mais là, c'est à la 4e ligne. Bah, entre 8 et 10 minutes, il n'y a pas de trouble. Mais tout le monde dit « Ah, on va l'embarquer, c'est le premier powerplay, premier ci, premier ça. » Ben, wow, là. Tu sais, la ligne de vieux, tu peux pas démanteler ça. La première ligne, tu peux pas démanteler ça. Le deuxième, tu peux mettre à la fin du powerplay. Mais le deuxième, c'est dangereux parce qu'il faut que tu le fasses jouer avec Lainé. Lainé, tu peux pas. Faut que tu mettes 2 gars super responsables défensivement pour jouer avec lui. C'est avec New York, là. C'est New York, Lainé et Demidov. New York, là, Chris, faudrait qu'il y ait une pelle, lundi, il en manquait à peu près 4. Il peut pas jouer avec, là. Il jouait avec une pelle. Non, mais ça y en prendrait une, lui. Mais ça va se régler cet été. C'est sûr qu'on va chercher un deuxième centre cet été pour jouer avec Demidov. Mais là, t'es pogné avec. Puis t'as Kirby Dach qui est ton deuxième centre qui ne sera plus. Là. Ça sera pas Kirby Dach. Lui, on n'entend pas parler des derniers jours. Esti, je viens de regarder. Ils ont perdu 5 matchs en temps réglementaire en presque 25 games sans Kirby Dach. Tu sais, tout le monde vante l'arrivée de Lainé, l'arrivée de Carrier. Non. Man, le Canadien joue son meilleur hockey depuis Kirby Dach n'est plus là. C'est un fait, là. C'est une stat, là. Attends, les temps changent. Je me suis amusé. Je me suis amusé un matin en train de prendre un petit café, d'aller voir les articles en début d'année qui parlent du Canadien. C'est broyant, tellement que c'est drôle. Là. Non, c'est une comédie. Là. Kirby Dach à la revenir. Avec le retour de Kirby Dach, on est correct. Il n'a pas joué l'année d'avant. Là, Kirby Dach revient. Donc, c'est un élément majeur de la reconstruction du Canadien. Ça n'a pas été là encore. Dans des articles partout. Là. Non. Ça, c'est quand, ça? C'est septembre, octobre, après ça, novembre. Kirby Dach, on n'a pas de besoin. Là. Ouais, ça veut dire, on n'a pas de besoin. On n'a pas besoin de ce gars-là. Là. On n'a pas de besoin de ce gars-là, sauf que faut pas oublier que l'organisation, c'est eux qui ont fait cet échange-là. Ils ont donné... Je crois. Ils ont donné gros, là. Ça fait qu'ils vont y en donner des chances. Là. Ils ont donné qui déjà, juste comme souvenir? Sergachev. Ouais. Pour Kirby Dach? Ouais, c'est pas ça? Non, c'était Romanov contre un choix, puis on l'a mixé avec un autre choix. Ouais, c'est ça, Romanov. Excuse-moi, je savais que c'était Romanov. Le choix qu'on aurait pu repêcher, qu'on a donné, c'est Frank Nazar, qui était à Chicago, avec ce choix-là qu'on a donné pour Kirby Dach, puis Nazar nous a mis dans sa petite poche lundi soir. Là. Nazar est très bon. Frank Nazar. Oui, Nazar est bon. Puis l'autre, qui est premier défenseur à New York.
Fait qu'on on a donné pas mal. On a donné beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait, Kirby Dack, Les ou Jerry Jeff? On moi, le je garde pense au que centre, à l'aile, on l'échange, il est pas assez responsable de jouer au centre. D'abord, tu l'as dit tantôt, là, cet été, il faut aller chercher un Top Gun au centre. Oui. T'as pas le choix. Mais le Top Gun, tout le monde est d'accord. Le Top Gun qu'on aurait dû avoir, je sais pas c'était quoi les discussions, mais on l'a perdu. C'était le centre qui était à Buffalo puis qui est rendu à Ottawa. Dylan Cousins. Exact. C'était lui qu'il fallait avoir. Lui, là, ça aurait fait toute une reconstruction avec lui, comme deuxième centre. Ottawa en donné, mais pas tant que ça. Le Canadien aurait pu en donner. Là. Si on sait que Mailloux, il n'est plus d'implant, Jacky, il n'est plus d'implant, parce que là, lui, là, Jacky, là, puis Martin Saint-Louis, c'est pas, d'après moi, là, je vous dis ce que je pense. C'est pas amené. Jouer tous ces matchs-là, puis tout d'un coup, être dans le top 4 l'année prochaine. Là. Ah, c'est ça. Ça fait que lui, il n'est pas d'implant. On aurait d'autres, là, pas pire jeunes, là, s'ils veulent avoir. Les Carriers, c'est de l'or en barre. Ouais, puis on n'a rien donné, là, où ils ne jouaient pas avec nous autres. Mais dédié, ce gars-là. Mais Cousin, on aurait pu en mettre plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été offert, mais il y a Mailloux aussi, là, tu sais, Mailloux. Il viendra pas, là, parce que Chris, ça ferait longtemps qu'il serait là, ou il l'aurait essayé un peu. Il l'aime pas, je sais pas trop quoi, là, mais. Le pire, très robuste, Mailloux. Hein. J'ai un ami dans le milieu des agents, là, qui est allé hier, le Rocket jouait en même temps, puis il m'a dit, Ryan Backer, il était à la game à Place Belle, puis il connaît son hockey, là. Il en a vu, il envoie des 100, 200, 250 games par année, puis il m'a dit, Ryan Backer, Mailloux était au-dessus de tout le monde. Fait que c'est une bonne nouvelle pour Ryan Backer, mais Mailloux, moi, je le vois plus au-dessus de tout le monde. Fait que il y a peut-être une valeur, tu sais, puis si on ne fait pas de place ici, il faut l'échanger pendant qu'il y a une valeur, Logan Mailloux, là. Oui, mais c'est parce que là, il commence à avoir des défenseurs au pied cube. Là, on regarde là, ce qu'il y a là présentement. Hudson, Goulet, c'est canné pour 10 ans. OK? Ouais. Oui. Savard, tu me dis que s'en allait. Savard, c'est fini cette année. C'est fini. Hey, attends, je t'arrête là-dessus, laisse 2 secondes. Là. Savard, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est Foumil, là, ou Foumilé, là. C'est un gars qui fait des chapeaux de cow-boy, puis il explique le chapeau qu'il a fait pour honorer la carrière de David Savard. Puis là, il explique, j'ai fait 14X pour ces 14 saisons. Tu sais, comme, c'est terminé, David Savard. Puis hier, sa femme qui était au banc pendant le warm-up avec ses kids, a porté ce chapeau-là, là. On est en hommage à David Savard. On va regarder les derniers matchs de David Savard. C'est fini, David Savard, là. Terminé. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Fédération canadienne des contribuables. Notre chum Nick qui est là. Grosse journée aujourd'hui parce que il y a plein d'affaires. Vous avez le sondage, on va parler un peu plus tard. On a, je ne sais pas si le débat des chefs, non. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ça, mais la nouvelle pour les contribuables québécois et pour quelqu'un comme toi et ton organisation, Nick, c'est la nouvelle qu'on a eue hier midi concernant le Québec qui est décoté. J'imagine que pour tous ceux qui cherchent à savoir si le brocoli est d'une compagnie québécoise, mais qui a poussé dans un champ quelque part en Floride, ça les dérange pas trop. Mais ça se peut que ça ait un impact dans leur quotidien. Donc, raconte un peu ce que tu as lu sur la décote. Est-ce que le gouvernement était au courant que ça arrivait? Parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui couraient comme de quoi, qu'il y avait des coupures. Donc, qu'est-ce que tu vois comme histoire et quels sont les impacts? Donc, j'ai hâte de t'entendre sur cette grosse nouvelle quand même, qui, d'après moi, a éclipsé probablement tous les enjeux du débat fédéral, parce que c'est quand même quelque chose de gros. Une décote, ça n'arrive pas souvent et c'est habituellement une très mauvaise nouvelle. J'ai hâte de t'entendre, Nick. Oui, ben c'est une très mauvaise nouvelle, puis pas juste que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une première aussi en 32 ans qu'on voit ça au Québec. La dernière fois qu'on a eu une décote de ce type-là, ça remonte à 1993, donc ça me donne une idée à quel point c'est relativement historique, puis pas pour les bonnes raisons. Ce qui a été annoncé hier, dans le fond, S&P ou Standard & Poor's, c'est une des multiples firmes de crédit auxquelles le Québec se réfère pour évaluer en fait l'état de la santé de ses finances publiques. Il y a aussi Fitch, Morningstar, Moody's, etc., avec lesquels on a différents types différentes codes de crédit qui nous sont attribués. Dans le cas de Standard & Poor's, elle a été révisée à la baisse, donc on est passé de 2A- à A+. Puis essentiellement, pour ceux qui ont la difficulté à comprendre, ça veut dire quoi la cote de crédit dans ce cas-ci du gouvernement, on peut la comparer à la cote de crédit de quelqu'un comme vous et moi, en fait. C'est-à-dire, plus votre cote de crédit est mauvaise, plus vous allez avoir la difficulté à passer à la banque pour faire un emprunt.
ou sinon, si vous réussissez à passer pour l'emprunt, ben les conditions de remboursement, les taux d'intérêt, eux, ils vont être différents au fur et à mesure que votre code de crédit est révisé à la baisse. Et éventuellement, ben la banque finit par vous dire non, tout simplement, puis c'est là que ça devient encore plus problématique. Et là, ce qui se passe, c'est que justement, les conditions d'endettement du Québec vont changer à cause de ça. Ils vont être moins intéressantes. Puis ça va nous coûter à long terme beaucoup plus cher. On parle de centaines de millions de dollars de plus en services d'intérêt sur la dette, notamment, qui nous coûte juste cette année là, quand même pas loin de 9,7 milliards. Puis va nous coûter encore des dizaines de milliards avant même qu'on retourne à l'équilibre budgétaire. Pourquoi est-ce que Standard & Poor's ont agi de même? Ben, honnêtement, je pense que le gouvernement s'y attendait parce qu'ils ont quand même sorti un communiqué de presse assez rapidement pour répondre à ça. Mais dans le fond, ce qui est énuméré, c'est assez flagrant. Dans le fond, ils citent tous les déficits du gouvernement Legault qui ont eu lieu depuis 2020, en fait. Donc déjà, les déficits opérationnels, ils pointent ça du doigt comme étant un problème majeur. Puis surtout que c'est des déficits qui augmentent. On l'a vu l'année dernière, on était à 11,4. Là, cette année, on est à 13,6. Donc, il y a une perte de contrôle sur les finances publiques qui est claire, qui est évident. De l'autre côté, il ne voit pas crédible le plan qui a été proposé par Éric Girard par rapport au retour à l'équilibre budgétaire. Puis ça, c'est un point très important parce que dans le dernier budget, ils l'ont martelé. Ils ont appelé ça même un budget un budget pour un Québec fort. Puis le retour à l'équilibre budgétaire, c'est en 2030. Mais Standard & Poor's n'y croit pas. Oui, parce que veut pas, ce fameux retour à l'équilibre budgétaire, c'est du wishful thinking qui est basé sur des revenus qui n'auront peut-être pas lieu, un écart à résorber qu'on sait même pas comment ils vont le faire, puis aussi des revenus à partir de l'impôt sur le gain en capital qui n'auront pas lieu. Il y a aussi le fait, une affaire assez intéressante, c'est que Standard & Poor's prend aussi le temps de pointer du doigt le fait que 2026 c'est une année électorale, puis ça je pense j'en ai parlé souvent, puis c'est quand j'arrête pas de dire qu'en année électorale un gouvernement qui fait le ménage ça n'existe pas, ben je pense que ça fait un peu partie de leur projection parce qu'ils démontrent qu'il y a de l'imprévisibilité par rapport à ça, c'est-à-dire que de un, la CAQ, est-ce qu'ils vont faire le ménage en 2026? Je pense pas. De deux, est-ce qu'ils vont promettre plus de dépenses justement à des fins électoralistes, c'est-à-dire des nouveaux chèques, les baisses d'impôts qui n'ont pas été budgétées, mais qui auraient dû l'être là, pour 2026 à 2032, qui étaient dans leur promesse de 2022, c'est pas là. Donc, on se demande si ça revient, ça va jouer sur les revenus du gouvernement. Puis il y a aussi le fait que si c'est quelqu'un d'autre que la CAQ qui occupe le gouvernement, comme le Parti québécois, ben ça risque d'être un parti encore plus dépensier. Donc, ça amène encore plus d'imprévisibilité par rapport aux finances publiques du Québec. Si jamais c'est quelqu'un d'autre que la CAQ. Imaginez donc ce que les firmes de crédit doivent se dire présentement. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Au final, dans l'ensemble, ça démontre qu'on avait tous raison de décrier l'état des finances publiques. Je pense que tout le monde, même Jeff, Jerry, tout le monde avec qui j'ai parlé ou avec les pirates, tout le monde le voyait venir, sauf Éric Girard lui-même. Puis sa réaction, c'est la plus aberrante là-dedans. De la réaction, le communiqué du ministère, il est vraiment out of this world. La première, c'est qu'il dit, ouais, ben tu sais, on est dans cette situation-là parce qu'on n'avait pas le choix de se plier dans les syndicats. C'est quasiment ça qu'il dit à Mimou. Ouais. Puis, il pointe aussi du doigt qu'ils n'ont pas reçu assez d'argent de la part du gouvernement fédéral en termes de transfert en infrastructure, ce qui explique pourquoi est-ce que ils sont dans cette situation financière-là. Puis au final, ils ramènent le plan d'équilibre budgétaire qui finalement qui est basé sur que dalle. Puis il dit ben inquiétez-vous pas, on a un plan, puis tout va bien aller. Mais ce plan-là est décrié par Standard & Poor's comme étant irréaliste, puis par tout le monde ailleurs aussi en même temps. Fait que c'est une très mauvaise nouvelle. Puis pour la CAQ, qui est le parti de l'économie au Québec, là, entre guillemets, ben c'est encore pire. Là. Honnêtement, je pense que ça va être un coup dans le cercueil parce que le premier ministre n'a pas dit un mot encore. Le premier ministre a juste tweeté sur le Canadien depuis une semaine. Sur Demi Dove, il a tweeté sur l'accès du Canadien aux playoffs. Absolument rien. Alors que quelques heures avant, donc il montre un désintéressement. C'est pas quelque chose qui semble l'apeurer. Donc, les Québécois sont pas trop au courant de ça non plus. Là. C'est quand même un drôle de comportement pour un premier ministre c'est un peu crissant, pareil, de voir ça, que le gars en a juste pour le hockey alors qu'il devrait. Tu sais, moi, si je perds ma business, je peux te dire que le soir, je ne suis pas au hockey. Là. Si la banque m'a appelé pour me dire que ma marge de crédit est fermée puis que là, mes fournisseurs, il faut que je m'organise pour les payer COD dans la porte quand ils arrivent, j'ai un crise de problème. Je ne vais pas au hockey le soir, je ne tweete pas sur le hockey. Ma blonde va me regarder avec des gros yeux en disant « Hey, tu te redresses les oreilles puis tu travailles. » Mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui le stresse plus qu'il faut. Est-ce que je rêve? Ça devrait le stresser, puis pourtant, c'est comme je disais, c'est de la pire nouvelle qu'un ministre ou un ministre des Finances ou un premier ministre aura pu recevoir au Québec depuis les 32 dernières années. Donc, je veux dire, faut rappeler là, que Standard & Poor's, le temps que ça a pris au Québec pour pouvoir
corriger la dernière fois qu'on a eu une baisse ou une décote, ça a pris 25 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, là, cette correction qu'on a souffert hier. Puis de savoir que lui, il était avec une game de hockey, bon, je peux comprendre, là, tout le monde aime ça, le hockey, puis je suis persuadé que si on lui avait donné le choix entre un siège au hockey ou un siège à aller voir le débat des chefs, je pense qu'il aurait été quand même voir la game de hockey. Mais il n'en reste que ça donne l'impression qu'effectivement, là, le pain des jeux, c'est plus important que les affaires. Puis c'est, comme je dis, ça envoie un drôle de signal de la part, justement, du premier ministre du parti qui est supposé incarner le Parti de l'économie, en remplacement au Parti libéral du Québec qui a réagi de manière complètement différente. J'ai vu les réactions des autres partis politiques qui étaient quand même relativement crédibles, sauf que c'est quand même drôle que d'une part, t'as le Parti québécois qui chiale là-dessus alors qu'ils ont un cadre financier qui était beaucoup plus dépensé que celui de la CAQ aux dernières élections, donc on s'est rentré dans cette situation-là quand même. Puis d'une part, ben, t'as aussi Québec solidaire, mais eux autres, ils disent, ben, faut qu'on aille chercher des revenus supplémentaires, fait qu'ils blâment le gouvernement de pas augmenter davantage les impôts. Ce qui, en passant, ferait un impact sur l'économie qui serait quand même pas très, très positif. Ça ferait baisser les revenus à certains égards parce que à force d'augmenter les impôts, tu vas avoir une fuite des capitaux inévitablement qui s'en vient avec ça. Fait que on serait pas dans une meilleure posture malgré les critiques qui sont quand même, qui sont recevables là-dedans. Mais à la fin, je trouve que c'est carrément aberrant. Puis il faut le dire, j'avais fait le calcul récemment. Le coût de la dette, c'est-à-dire le service sur la dette que ça va nous coûter collectivement en impôts au cours des 5 prochaines années, c'est environ 55 milliards de dollars là, d'ici 2030 qu'on va payer. Le monde capote pour des Nordvolt et toutes ces Taiga et autres choses, puis avec raison, là, je déplore totalement là, les subventions aux entreprises, puis surtout qui ont plus l'air de Paris. Mais là, on parle de 55 milliards. On parle de 55 milliards qui iront nulle part d'autre que pour rembourser de l'intérêt sur une dette. Puis ça, c'était avant qu'il y ait une correction de la part de Standard & Poor's. Là, ça risque d'augmenter effectivement l'intérêt qu'on paye sur la dette. Et donc, ça risque d'être plus élevé que ça. Et le problème, c'est que, ben, justement, c'est des revenus supplémentaires qui vont être accaparés et qui s'en vont payer pour de la dette et non qui s'en vont dans les services de santé ou en éducation. Fait que, je sais, tout ça a un coût au final. Puis le coût, en fait, on le paye aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'a répété à plusieurs reprises à quel point c'était carrément irresponsable d'avoir des déficits et que ça nous amènerait éventuellement à prendre des décisions de même, à devoir couper, à devoir faire le ménage. Puis là, on est rendu à ce point-là, à devoir prendre des décisions qui sont impopulaires pour ramener l'équilibre puis ramener la rigueur dans les finances publiques. C'est là ma prochaine question, d'ailleurs, Nick. C'est elle, la prochaine question, avant qu'on passe aux autres sujets, toute l'histoire sur la bourse du carbone puis ce qui se passe avec la politique fédérale et tout. Mais là-dessus, là, parce qu'il faut envoyer le message clair qu'on est en train de prendre au sérieux ce qu'ils viennent de nous dire. Donc, l'année prochaine, je pense qu'on va chercher sur les marchés financiers. Jerry, tu me disais 27 milliards l'année prochaine. Ce que j'ai vu, j'ai vu 29 milliards pour cette année, puis 37 milliards l'année prochaine. Donc, ça, c'est tout de l'argent qui va nous coûter plus cher. Donc, c'est des centaines de millions, comme tu viens de le dire. Puis il faut envoyer, parce qu'il faut contrôler aussi le budget qui n'est pas équilibré, parce que là, il augmente. Donc là, les lumières sont allumées de partout, on est surveillé, on pourrait avoir une autre décote si on ne fait pas attention. Donc là, c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on va couper des fonctionnaires? Est-ce qu'on va couper des programmes? Est-ce qu'on va couper dans un paquet de choses où on pourrait couper? Ou on va faire comme on fait depuis toujours, c'est-à-dire qu'on va augmenter, mettons, la TVQ de 1%, ou encore on va augmenter un pourcentage sur différents paliers d'imposition. Qu'est-ce qui est le plus probable qui risque d'arriver? Mais une chose est sûre, il va arriver quelque chose. Il ne peut pas y avoir de statu quo, c'est impossible. Non, t'as totalement raison. Il peut pas avoir de statu quo là-dessus. Le problème, c'est que je dirais que qu'est-ce qui doit arriver en ce moment, c'est qu'on coupe des dépenses, qu'on coupe dans la fonction publique. Mais ils le font pas. C'est ça l'affaire. C'est que ce qui devrait être fait, c'est qu'on fasse littéralement, on coupe dans la fonction publique. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est la fameuse méthode DOGE, ou un comité de révision des dépenses gouvernementales. Tu ramènes tous les ministères, tu ramènes tous les programmes, tu rouvres tous les livres et tu coupes les programmes ainsi que les effectifs qui sont attachés à ces fameux programmes-là. Et c'est comme ça que tu vas vraiment te débarrasser du déficit structurel au Québec. C'est un exercice qui n'a pas été fait depuis bientôt 10 ans, faut le rappeler. La dernière fois que ça a été fait, c'est dans le temps des libéraux de Philippe Couillard, puis c'est comme ça qu'ils ont ramené l'équilibre budgétaire. Donc, il doit y avoir de quoi qui fonctionne là-dedans, surtout que c'était juste un travail en surface qui ont réussi à ramener le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec. Donc, il doit y avoir de quoi qui fonctionne là-dedans. Il n'y a pas longtemps, là. On a eu le plus gros surplus budgétaire de l'histoire il y a vraiment pas longtemps, là. Pas drôle, on s'ennuie des libéraux, là. À ce stade-ci, oui, quasiment. Mais le problème, c'est effectivement,
je vois le gouvernement de Legault aller en ce moment, et c'est clairement pas un gouvernement, comme je dis, on entre en année électorale l'année prochaine. Pensez-vous qu'ils vont mettre à pied 10 000 fonctionnaires Ben l'année non. prochaine pour se mettre à dos après ça les syndicats de la fonction publique qui en pleine année électorale puis se ramassaient avec des pancartes comme c'est le cas en 2018, libéraux caquistes, caquis libéral là, de la FTQ puis la CSN. Donc c'est sûr qu'ils voudront pas ça. Honnêtement, on l'a vu même avant le dépôt du budget qu'il y avait déjà des organisations qui faisaient des recommandations. Oh, vous pourriez peut-être augmenter la taxe provinciale sur l'essence ou peut-être augmenter de 0,5% la TVQ. Il y a quand même des groupes qui pèsent là-dessus, puis on sait que Ouais, à ce stade, mais l'histoire, qu'est-ce c'est que que le groupe va se mettre à dos? oui, mais il n'y a plus. Puis, regarde, on finit sur le sujet parce qu'on a beaucoup d'affaires à jaser. Ouais. Mais il y a plus d'espace. Non. Les gens sont étouffés. Le coût de la vie, au cours des 2-3 dernières années, toute l'imposition, les salaires des employés de l'État augmentent, mais alentour, sauf eux, ça n'augmente pas de la même manière. Donc, les gens sont étouffés. On est rendu à la fin de cette patente-là. Là. Ça va prendre une solution drastique puis vite. Puis malheureusement, s'ils s'en vont avec les revenus, on est fourré, là. On ne se relèvera pas de ça. Là. Non, absolument. Ben, tu sais, en ce moment, Legault, il est pogné pas mal entre l'arbre, l'écorce puis les syndicats. D'une part, t'as les contribuables qui disent, hey, c'est pas juste qu'on soit les seuls à payer une taxe carbone. On est trop imposés. T'as un citron qui est trop pressé. Il faut que tu nous lâches puis tu nous donnes du lousse. D'une part, t'as littéralement les firmes de crédit qui disent, hey, slack les dépenses puis soit fais preuve de rigueur. Puis d'un autre part, t'as les syndicats qui disent dépense plus parce que sinon c'est de l'austérité puis on va dénoncer sa place publique. Ben, éventuellement, quand tu t'as pas de leadership, t'es pas capable de faire preuve de rigueur budgétaire, ben, tu te ramasses dans une situation comme ça. Puis là, ben, Legault va devoir jongler, mais une chose est sûre, il va spinner pour à peu près de ses prochaines élections parce que ça joue pas à son avantage pantoute. Passons maintenant à tous les autres sujets. Il y en a beaucoup à jaser. Hey, es-tu excité par la campagne électorale canadienne? Parce que il y a beaucoup de choses intéressantes, surtout de la part de Poilievre. Mais on dirait que le monde n'entend pas ça. Hein. C'est moi qui rêve, parce que toutes ces affaires-là, nous autres, on les comprend. Toi, tu dois aimer. Mais je suis pas certain que ça se rend dans l'oreille des gens qui devraient l'entendre. Tu sais, mettons, on va donner un break aux personnes âgées pour quand ils travaillent, donc ils sont moins posés, ils vont avoir un break, tu sais, pour pouvoir travailler, pour retourner sur le marché du travail. Ce qu'on parle depuis longtemps. Même chose avec les histoires de maison. Il y a plein de bonnes idées, mais les gens sont complètement bouchés. Il y a rien qu'une affaire qui entendent, c'est Trump. C'est vrai pareil, hein? Oui. Puis honnêtement, cette élection-là est possiblement une des plus plates que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il y a eu quand même des très bonnes annonces au début, là, tu sais, d'un point de vue de la FCC ou d'un point de vue de contribuable. Mais c'est Tu sais, donc les bien élections plate! ont commencé. Mais c'est Hein? donc bien plate! Ben c'est plate, c'est ça. Ben, c'est plate parce qu'on y va sur des détails, mais à la fin, tu sais, mettons que je vais d'un point de vue contribuable, puis on n'entre pas dans l'émotion, puis dans tout ce qui a lieu, puis qui a vraiment une influence sur le vote au final. Tu sais, ça a commencé en disant on va donner des baisses d'impôts. Là. C'est pas mal ça la première promesse qui a été faite par Carney puis par Poilievre. Après ça, il y a eu le fait qu'on va éliminer la TPS là, sur l'achat d'une première maison, ou du moins pour les premiers propriétaires. Il y a eu toutes les autres, il y a aussi l'impôt sur le gain en capital d'une part. Carney a reculé là-dessus. Puis Poilievre est allé plus loin en disant qu'il va l'éliminer complètement à condition que ce soit réinvesti dans des actions canadiennes. Ça, c'est à souligner comme étant c'est une bonne initiative, mais qui finit en queue de poisson nationaliste, mais ça reste mieux que rien. Mais quand on regarde dans l'ensemble, le vote, il se fait malheureusement de moins. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il va se faire en fonction des promesses qui ont été faites au niveau des baisses d'impôts, comme si c'était généralement le cas auparavant. Là, ça va être clairement influencé par une question de qui peut tenir le plus la tête à Trump, qui peut Ouais. tenir tête le plus à Trump essentiellement. Là. Donc, Exact. on le voit, puis quand tu vois les sondages, comment est-ce qu'ils sont aiguillés, ben c'est clairement la question que les sondeurs posent le plus souvent. Et donc, il y a comme, tu sais, c'est sûr qu'il doit avoir un effet à ce niveau-là parce que les gens sont interpellés assez souvent par rapport à cette question-là. Est-ce que vous pensez que Carney est meilleur que Poilievre ou vice-versa pour dealer avec Trump? Mais à la fin, je pense que ça, c'est autant que c'est vraiment le point central de l'élection, on s'entend, là, c'est un incontournable, autant que ça a complètement hijacké, en fait, toute la question où est-ce qu'une campagne électorale, ça doit aussi être une opportunité pour présenter une plateforme puis un cadre, un cadre fiscal. Parce que, tu sais, là, ils ont tous fait des promesses, mais on sait pas encore c'est quoi le cadre financier, en fait, des promesses comme telles. Il y a Carney qui promet, entre autres, là, de faire un fameux retour à l'équilibre budgétaire après 3 ans, mais il veut garder des déficits d'investissement, tu sais. Ça fait aucun sens. Puis ça, les candidats, autant libéraux que conservateurs, pardon, devraient être carrément challengés là-dessus, puis c'est pas le cas en ce moment.
Fait que ça, c'est ce qui me dérange le plus, puis j'ai comme pas l'impression que les débats qui vont avoir lieu ce soir, hier, puis éventuellement, ce soir, là, pour le débat en anglais, j'ai pas l'impression que ça va avoir un impact tant au niveau de l'électorat anglophone ou francophone comme tel. Fait que c'est pas mal ce qui dérange le plus. Mais tu sais, honnêtement, tout n'est pas joué, là. Honnêtement, il reste encore 2 semaines. Mais c'est vrai que je trouve que l'élection était plate à cause de ça. Il y avait quand même des bonnes idées, mais elles ont été complètement occultées par le débat de fond, puis ça joue à l'avantage du parti. Est-ce que Poilievre a manqué? Parce que moi, je pense qu'il y a une opportunité. Les gens comprennent très mal ce qui se passe. Des gens m'ont raconté, puis j'ai différentes histoires différentes là-dessus, que Poilievre n'a pas réussi à contrer le discours médiatique ou encore mal compris carrément à cause de la game qu'il joue. C'est-à-dire que les tarifs que nous payons, ce ne sont pas les tarifs de Trump, mais ce sont les tarifs de Carney. Bon, il a reculé cette semaine sur les tarifs automobiles parce que il n'y a pas le choix. Là, je veux dire, à un moment donné, il a backé là-dessus. Mais Poilievre n'a pas été capable d'éduquer. Et je comprends qu'ultimement, les gens vont falloir qu'ils finissent par comprendre ce qui se passe, là, mais regarde, c'est comme ça, OK? Il faut expliquer tout le travail qui a été fait des médias, même des libéraux, qui ont réussi à switcher la patente comme de quoi que les tarifs de Trump, c'est les tarifs qui nous appauvrissent et qui nous taxent. Alors que Carney lui-même et le gouvernement du Canada font des campagnes aux États-Unis sur le bord du chemin, là. Il s'est marqué les taxes, les tarifs de Trump, ça vous taxe, vous, les Américains. Donc, ils jouent sur la bonne game aux États. Mais au Canada, ils ont réussi à rentrer dans la tête des Canadiens, et surtout des Québécois, que les tarifs de Trump, ça nous taxe nous. Alors que si Poilievre avait été un bon vendeur, puis il y en est un, puis je sais pas pourquoi il n'est pas allé là, mais il aurait fallu qu'il twiste la patente pour qu'il fasse comprendre aux Québécois et aux Canadiens que c'est Carney qui nous taxe. Et il n'a pas été capable de le faire. T'as un très bon point là-dessus, mais je dirais que le pire problème là-dedans, c'est que malheureusement, une campagne électorale, c'est tout sauf le moment pour faire de la pédagogie de masse. Puis le gros problème, c'est que, tu sais, on est arrivé avec la crise tarifaire qui a comme, la crise commerciale qui a commencé en janvier. Puis à peine 2 mois plus tard, tu sais, en plus, on savait pas trop si les tarifs allaient s'appliquer ou pas. Ils ont fini par s'appliquer, puis après ça, on déclenché les élections. Tu sais, ça s'est fait quasiment assez rapidement. Puis il y a eu beaucoup. En fait, autant qu'il y a un travail que Poilievre aurait pu faire différemment, c'est certain. Mais moi, je pense que le principal blâme là-dessus, c'est vraiment les médias. Les médias ont fait un très, très mauvais travail pour éduquer les gens par rapport aux tarifs. Parce que la preuve étant qu'il y a bien du monde qui comprennent pas ça. Même dans ma famille, directement, c'est du monde qui ont leur tête sur ses épaules, là, puis ils demandaient, les tarifs, finalement, on paye qu'est-ce qu'on paye, tu sais. Pas parce qu'ils disaient, c'est les tarifs de Trump, puis ils blâmaient Trump. Ben, comme, ils comprennent, ils ont la difficulté à comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'applique à eux, qu'est-ce qui s'applique pas à eux, dans les circonstances, parce que Trump a clairement pas aidé en faisant des back and forth sur les questions de tarifs, mais en même temps, les médias ont mal couvert ça. D'un autre côté, ça, c'est peut-être ce qui va déranger la plupart d'entre nous, là, ce que je vais vous dire, mais on a fait des sondages à l'interne à la FCC pour connaître un peu l'opinion des gens. Puis parmi ceux qui nous supportent, on a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a des gens de toutes les orientations. Il y a peut-être plus au centre puis vers la droite, mais on a des gens aussi qui sont un peu plus centrés gauche. Ouais. Et on demandait à nos supporters, puis c'était quand même plus tranché 50-50, le plus proche 50-50 qu'on le pense, là, qu'on posait la question. Finalement, est-ce qu'on doit répliquer aux tarifs? Puis ça démontre que même les gens qui nous appuient, là, qui sont il faut moins de taxes, moins d'impôts, il faut effectivement moins de gouvernement. Il y en a là-dedans qui voyaient que non, il fallait quand même là montrer qu'on est capable de se tenir debout face aux répliques, face aux menaces de Trump. Puis il y a cette vieille école économique qui est pas nécessairement la meilleure, mais qui dit que dans le contexte d'une guerre commerciale, puis ça, je pense que c'était Adam Smith qui en parlait initialement, la meilleure manière de faire tomber les tarifs de l'autre, c'est d'en imposer soi-même. Mais ça, c'est dans le contexte, bien sûr, où est-ce que c'est deux économies qui sont à peu près de la même force, ce qui est pas du tout le cas entre le Canada et les États-Unis. Fait que t'as quand même toute cette nébuleuse-là qui fait en sorte que c'est quand même assez difficile pour un gars comme Poilievre présentement de s'inscrire comme étant le gars qui va dire finalement les tarifs là c'est complètement niaiseux, là on devrait être des adultes autour de la table et négocier parce que malheureusement il n'y a plus de marge à la négociation à ce stade-ci de toute manière. Dans les 2 prochaines semaines, le 28 avril, il pourra pas rééduquer là, les masses, leur expliquer exactement comment les tarifs fonctionnent, puis même s'il le faisait,
Ça, c'est là où je mets mon chapeau semi-partisan, mais j'ai quand même observé les vox pop qui ont été faites récemment. Le monde va le traiter de mini-Trump, de toutes les autres affaires, même s'il le ramène avec la vérité absolue là, sur à quel point les tarifs, finalement, c'est pas les tarifs de Trump qu'on paye, mais les tarifs de Carney. Mais je pense qu'il mériterait au moins de le répéter, ça, de dire effectivement, si on s'en va dans une guerre de tarifs, ben vous allez payer ce que Carney veut que vous payer. Sauf que bon, à la fin de la journée, il y a quand même beaucoup de Canadiens qui le veulent, ça. Fait que c'est là qu'on rentre dans une Ça, drôle c'est de spécial. situation pour les conservateurs également. C'est assez sauté. C'est spécial, pareil. Donc, les gens sont tellement émotivement touchés par une négociation d'affaires. Mais là, les autres, c'est devenu une question identitaire. Donc, à partir de ce moment-là, t'aimes mettre ta propre main sur un rond de poêle allumé puis te taxer à l'os juste pour montrer à l'autre que tu es aussi fort que lui, ce que tu n'es pas. Donc ça, c'est un cas d'étude pareil, sociologique, cette affaire-là. Là. Tu sais, veut dire, on est peut-être trop... Ils savent pas, beaucoup de gens ne savent pas que justement ces tarifs-là que nous autres on met, c'est eux autres qui les payent. Ils savent pas ça. Oui, puis j'allais plus loin. Il y a même du monde qui pense que ça fonctionne. C'est ça le pire. Oui. Et la face, c'est que de leur situation financière, on faut le dire, il y a du monde qui en arrache. Ils trouvent que la vie est chère, la bouffe est chère, le logement est cher. Ils sentent, ils disent, Christophe, c'est tough, hein? Mais l'espèce de bouc émissaire, ben justement, c'est Trump. Si la vie va mal, si c'est difficile, ben là, il y a c'est Trump, ça. Le lien se fait automatiquement, là. Mais je comprends que la pédagogie, c'est difficile à embarquer. Une campagne électorale, c'est court. Je comprends tout ça. Ah, mais les médias réussissent en peu de temps à faire ça. Ben oui. Les médias réussissent à toucher. On va leur donner ça. Là. Les vieux médias, ils réussissent à toucher à leur crowd avec une formule qu'ils ont probablement utilisée bien avant la COVID, mais qu'ils savent comment twister quelque chose de même pour que ça devienne un enjeu qui va faire soit switcher l'opinion populaire sur un parti politique ou encore qu'on l'aime plus. Ils sont bons là-dedans. Ils sont bons. On a à apprendre d'eux. Je pense que les gens un peu plus à droite, alors qu'on n'est pas les plus aimés là, en partant, là, c'est pas naturel au Canada et au Québec d'être des gens. Les gens n'aiment pas la droite beaucoup, même centre-droite. Donc, il faut apprendre à comment aller toucher à cette fibre émotive que la gauche réussit à les toucher, que les médias de gauche réussissent à les toucher, que les vieux médias traditionnels réussissent à faire. C'est incroyable comment ils sont... Écoute, moi, comme tu dis, il y a des gens... Je parle des fois avec des gens que je considère comme des gens intelligents, probablement plus intelligents que la moyenne des ours, et ils sont complètement perdus dans leur affaire. Ils sont complètement perdus dans leur logique, complètement perdus dans leur... Tu sais, des fois, c'est des gens que tu connais, donc tu te gardes une chaîne, tu ne veux pas les insulter non plus en leur faisant le genre de leçon. Là. Tu les écoutes, puis tu te dis dans ta tête, calif, qu'est-ce qui se passe avec mon ami? Qu'est-ce qui se passe avec telle personne de ma famille? Je pensais que c'était ça. Je pensais que ça computait un peu plus en haut, mais ça demeure uniquement émotif et le reste, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui se dépense au niveau de l'analyse et de la réflexion. C'est plate en tabarnache. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Fresh 100%. 100% pirate. En tout cas, regarde, c'est le devoir de Poilievre de composer avec ça. C'est ce que tu veux qu'on fasse. C'est un peu leur rôle, c'est un peu leur job. On peut pas faire leur job à leur place. Là. C'est certain, mais moi, je dirais aussi, faut prendre en considération une affaire puis qui joue beaucoup sur l'opinion publique présentement. C'est que Trump, ça fait bientôt 10 ans, là, qu'il te le cuise, là. Ça fait 10 ans bientôt, là, qu'à chaque jour, depuis qu'il est arrivé sur le stage puis qu'il a dit, I'm gonna force Mexico to build, well, I'm gonna build a wall with Mexico and I'm gonna make Mexico pay for it, là. Depuis ce jour-là, je pense que c'est en juin 2015. Ça a été non-stop. On est vraiment rendu au sommet là, de cet accomplissement médiatique où pendant 10 ans de temps, on l'a comparé avec tous les pires dictateurs de l'histoire, tous les pires tyrans ou les pires politiciens qu'il peut avoir. On le traite de corrompus, violeurs, toutes les affaires possibles. Là, il vient d'être réélu une deuxième fois, puis il y a des coups des franches. Il y a quand même non seulement un appui assez important de la population, mais en plus, il y a comme la Chambre basse, le Sénat, la Cour suprême de son bord. Fait que
veux pas, là, on arrive à un point où est-ce que t'as jamais eu une crainte aussi exacerbée face à Trump. Puis là, ben, ça tombe littéralement où est-ce qu'il déclenche par-dessus le marché une guerre commerciale, ce qui donne un peu raison aux craintes qui ont été construites au cours des dernières années, parce qu'on dit, regardez, c'est un homme qui est instable, c'est un homme qui est fou, Ah, il veut partir en guerre. Ça, je me le fais dire à tour de bras. Ça, je me le fais dire à tour de bras. Ouais, ton Trump. Puis moi, je suis un anti-tarif. Je suis un anti-taxe. Moi, je pourrais travailler pour vous autres. Là. Je pourrais être avec vous autres à tous les jours, puis on pourrait être dans un bureau, puis faire nos affaires ensemble. Moi, je suis un anti-tarif, un anti-gouvernement, un anti-taxe. Donc, moi, quand je vois Trump, même si je l'appuie, j'ai beaucoup de misère. Je peux pas le défendre. Je peux le défendre sur l'immigration, je peux le défendre sur un paquet de points. Mais si quelqu'un me... Ouais, puis ton Trump, ben, je leur dis, moi, les tarifs, Trump, ça, là, regarde, parlons pas de ça. Moi, je suis pas là-dedans. Mais là, il me croit pas. Ben non, mais c'est ton gars, c'est ton homme. Ouais, mais je peux appuyer un politicien puis pas être d'accord avec 100% de sa stratégie, de ses points. On n'est pas des fanatiques, c'est pas des partisans. Là. Je veux dire, je suis pas partisan du Canadien de Montréal. C'est un politicien. À la base, je me garde une gêne. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a des affaires que je vais aimer, mais il y a des choses que j'aimerais pas. Les tarifs, j'haïs ça. Mais là, tu sais, je me fais peut-être emboîter un peu avec ça. Puis j'ai pas tellement d'arguments. Mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont anti-tarifs et anti-taxes comme nous autres. Absolument. Puis, tu sais, au final, prends 10 ans de haine anti-Trump, ajoute à ça les 3 ans de bashing que Poilievre, c'est mini-Trump, puis rajoute maintenant la guerre commerciale sur le paquet, puis là, maintenant, tu sais, plus tu regardes l'image en reculant, plus ça fait du sens dans la mesure où est-ce que tu comprends un peu plus comment l'électorat réagit en ce moment. Je dis pas que l'électorat a raison d'agir comme ça, mais tu vois à quel point, tu sais, on a vraiment préparé, en fait, la situation pour que dès que quelqu'un arrive, puis, tu sais, je pense que même si Trudeau était resté, là, que peut-être Carney n'était pas arrivé dans les parages, Moi, je pense qu'il aurait gagné. Trudeau, possible. Honnêtement, possible. Puis on voyait, depuis que Trump avait été élu le 20 janvier, puis depuis qu'il avait commencé à parler de guerre tarifaire, puis que Trudeau a fait sa conférence de presse, là, puis il a dit Trump, it's a very dumb idea to do or whatever, là, qu'est-ce qu'il avait dit. Ben, les sondages commençaient à remonter à l'avantage des libéraux avant que Carney débarque. Ah, moi, je pense que Trudeau aurait les mêmes chiffres. Je pense que Trudeau aurait les mêmes chiffres. Possiblement les mêmes. Oui, je suis d'accord avec ça. Fait que c'est déjà très surprenant que les conservateurs, malgré tout ça, soient encore dans une marge quand même assez intéressante. Là, ils sont pas loin du 40%. Puis généralement, les conservateurs ont jamais fait un gouvernement avec plus de 40% des voix. Là. Non, c'est ça. Ils sont quand même dans une marge compétitive à ce niveau-là. Mais quand on regarde la carte électorale, l'effondrement du NPD puis du Bloc, à cause de cette crainte-là, ça fait en sorte que ça avantage les libéraux. J'ai un de mes amis qui est... Je dirais pas qu'il n'y a pas une calotte rouge sur la tête, là, mais il était très pro-Trump. Là. Et là, il est en crise après Trump. Il m'a appelé en fin de semaine, puis il me dit « Faut que je te compte de quoi? Je t'en calisse après Trump. » Puis il me raconte ça, puis j'ai dit « Gars, je te comprends, je sais. » Parce que lui, il dit que Trump... puis, tu sais, ultimement, Trump, il n'a pas à s'occuper des élections canadiennes, mais le timing de ça, puis on comprend que Trump, lui, il a aussi une cédule. Les élections de mi-mandat, on pense que c'est loin, là, mais ça va venir vite. Là. Donc, lui, il est on tight schedule. Donc, il n'y a pas de temps à perdre avec les élections de un, les élections de là. Sauf que ça a donné ce que ça vient de donner là. Et on va se ramasser avec les libéraux et avec Carney, probablement, pendant 4 ans, à cause de ça. T'sais, à cause de ce que de l'attaque de Trump, veut pas. Donc, lui, il dit... C'est Trump qui a mis au pouvoir ou qui va mettre au pouvoir Carney. Il l'aime encore. Il y a encore des affaires de lui qui aime. Mais sur ce sujet-là, il est en crise après Trump. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment Trump, qui disent, en dedans d'eux autres, sans le dire trop fort, le chum, il aurait pu donner un break. Est-ce qu'on mette Poilievre, puis qu'après ça, on commence à brasser à la place un peu. Mais là, à cause de ça, veut pas. On va aboutir avec un gouvernement libéral. Je comprends les chiffres, là, comme tu disais, là, je voyais le 42-40 ou pas tant de même. Mais quand tu regardes comté par comté, c'est une landslide. Là. Ça risque d'être 200 sièges pour les libéraux. Là. Absolument, mais tu sais, j'ai expliqué ça à un parent la semaine passée, puis il a comme réagi différemment. J'ai dit comme, tu sais, pose-toi des questions. Là. Si Trump veut que Carney soit premier ministre, là, c'est peut-être un red flag là-dedans. Là. Parce que toi, tu veux... Mettons, les gens, ils votent pour Carney pour se sécuriser face à Trump, mais Trump vit que tu votes pour Carney. Oui. Pense-y 2 secondes. Trump, c'est un nationaliste américain.
À la fin, là, entre vous et moi, là, la seule raison pourquoi il y en aurait de quoi à foutre du Canada, c'est si jamais on devient un État américain. Oui. Sinon, on est juste un voisin d'Assad, comme le Mexique, comme n'importe qui d'autre. Puis lui, il veut quelqu'un, là, encore une fois, je sors un petit peu de la ligne non partisane, mais il veut quelqu'un avec qui ça va être facile de dealer avec. Carney, c'est un banquier. Les banquiers, surtout de la Banque centrale, sont peut-être un peu plus faciles à dealer avec en général. C'est ce que je présume, parce que Trump, il avait été quand même assez rassuré, apparemment, par sa première conversation avec Carney. Fait que moi, tout ce que j'ai à dire, c'est, regarde, si Trump soit content, mon cher libéral, vote pour Carney. Sauf que l'affaire, c'est qu'attends-toi à avoir des négociations qui sont peut-être pas très intéressantes, parce que c'est quand même un homme qui vient des banques centrales. Il vient entre autres, il a été à la Banque centrale d'Angleterre, la Banque d'Angleterre, il était à la Banque du Canada, et c'est quelqu'un qui appartient à une certaine caste économique, relativement déconnectée de notre réalité à plusieurs égards. T'sais, on le voyait, entre autres, là, pour ceux qui ont écouté l'entrevue, Tout le monde en parle, tant de Poilievre que de Carney, les réponses de Carney à certains moments où est-ce qu'il parlait de la campagne, qu'il voyait des familles, puis il saluait des vaches ou peu importe. Là. Fait que tu vois que lui, il sort pas très souvent là, des milieux de la haute finance de Toronto ou de Londres. Mais je me dis, quand il va venir le temps de faire des négociations sur l'ACEUM, là, où est-ce que le Canada va devoir faire des compromis par rapport à certaines de ses industries, puis par rapport à certains mécanismes qui sont en place, notamment la gestion de l'offre. Carney, lui, il sera pas gêné de céder ça à quelqu'un comme Trump, parce que c'est quelqu'un qui est assez cartésien sur la manière qu'il calcule. C'est un banquier de base. Poilievre, c'est quelqu'un qui, à la limite, va être beaucoup plus conservateur sur ces notions-là. Il va agir comme quelqu'un qui va protéger certaines de ses industries. Puis on le sait que, mettons, quand tu prends les producteurs laitiers puis le monde agricole, il y en a beaucoup là-dedans qui ont des cartes du Parti conservateur, puis ils donnent, puis ils étaient même impliqués dans les courses à la chefferie, là, comme on l'a vu par le passé. Entre autres, dans le temps entre Scheer puis Bernier, était en 2017, pardon. Mais pour venir à ça, je pense que Carney... T'sais, objectivement, il faut comprendre que si Trump le veut comme premier ministre, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le Canada parce que Carney va être plus facile à soumettre que Trudeau, par exemple, et va être plus facile à dealer avec que Poilievre d'un point de vue de Trump. Puis Trump, ce qu'il veut, c'est gagner son bras de fer avec le Canada. Là, il voit qu'en ce moment, sa guerre tarifaire, c'est un peu en queue de poisson. Il se ramasse quasiment en one-on-one contre la Chine, puis le reste, il fait des négociations bilatérales avec tous ceux qui veulent retirer les fameux tarifs. Mais à la fin, le Canada reste encore dans l'angle mort de Trump, puis il attend la fin des élections justement pour régler ce dossier-là. Mais il y a quand même, le téléphone avec Carney a quand même fait la job dans le sens qu'il a lâché carrément le Canada après ce téléphone-là. Donc, il n'a pas voulu nuire. Puis on sait que Trump, comment est-ce qu'il est, là. Poilievre a planté Trump un peu. Trump a dit, ce conservateur-là, il n'a pas dit des bonnes choses sur moi, je le connais pas trop, qui gagne comme pas, ça me dérange pas. Puis là, après ça, il dit, Carney, je l'aime, lui, il était correct. Il dit, ouais. Puis depuis ce temps-là, rien. Donc, je pense que ton analyse est excellente là-dessus. Vite de même, avant qu'on parle du sondage que vous avez sorti cette semaine, l'histoire des tarifs, là, ça peut durer combien de temps avant que ça devienne une situation incontrôlable? Parce que ça l'est déjà pour la majorité des grosses compagnies dans le monde. Okay? Tout dépendamment des secteurs que vous avez, là, il y a un paquet de compagnies. Tu sais, Tesla qui a perdu 2-3% en bourse mercredi parce que il y a plein de pièces qui viennent de la Chine qui vont avoir de la misère à venir puis qui vont augmenter de prix, etc. Donc, on voit, ce soit la même chose pour les bateaux, c'est la même chose pour Nvidia, c'est la même chose pour le secteur automobile. Tout le monde est touché par ça. Donc, on voit que la chain supply est vraiment interreliée à la grandeur du monde. Donc, les impacts sont énormes. Combien de temps que ça peut durer, cette guerre-là, entre la Chine et les États-Unis avant qu'on crisse tout à terre et que le pot soit pas collable? C'est une super bonne question. Ça va, honnêtement, on n'arrête pas de parler du fait qu'il faudrait qu'il y ait une rencontre entre soit Poilievre puis Trump ou sinon Carney puis Trump qu'on règle ça de notre côté directement. C'est la même chose qu'on aimerait voir de la part de Xi Jinping puis Trump en ce moment aussi, là, parce que je veux dire, c'est clair que si moi je donne 6 mois avant que ça devienne quasiment une récession mondiale. Peut-être que je me trompe carrément. Là, je suis pas un économiste là, de formation, donc je pourrais pas aller plus loin que ça. Mais quand je regarde, à peu près tout le monde. La Banque du Canada a dit mercredi que c'est là qu'on s'en va. Il y a le grand patron de Singapour, les gens de Chase. Diamond, qui était quand même assez proche de Trump depuis son élection, a dit la même chose dans la dernière semaine. Donc, je pense que ça, tout le monde s'entend qu'on est peut-être même déjà dans un début de récession, déjà là. Ouais. Donc, on s'en va, mais c'est l'ampleur. Quelle sera l'ampleur de la récession
si jamais on continue à avoir un combat de coq de même puis que ça, il y a une escalade. Là. Tu sais, si c'est pas fait comme les Chinois l'ont demandé dans le respect puis que là, on est juste dans les échanges où ce que ça s'insulte d'un bord et d'autre, ça va juste grossir. Et là, on va avoir une bébite qu'on ne sera pas capable de contrôler, là. Oui, puis j'ai surtout hâte de voir comment est-ce que le Canada va se tirer son épingle du jeu après les élections, à savoir ce que ça va. Puis ça, c'est ma crainte principale, c'est que autant que je veux que la guerre tarifaire prenne fin le plus rapidement que possible, autant que je veux pas que non plus comment dire, on se détourne des Américains pour se tourner davantage vers la Chine sous forme de rétaliation ou juste parce qu'on trouve que finalement, ben, c'est l'approche la plus intéressante à avoir sur le long terme. Parce que, tu sais, veut pas, il y a quand même un risque au niveau de la souveraineté, de la sécurité nationale, de se rapprocher de la Chine plutôt que des Américains. Là, il y a plusieurs égards. Mais d'un autre côté, c'est sûr que, tu sais, déjà que les projections qui étaient faites cette année, quand je prends, par exemple, le dernier budget du gouvernement du Québec, puis tu prenais les projections de Desjardins, on est en récession cette année avant même qu'on parle d'une guerre commerciale à plus grande échelle. Ça, c'était en se basant sur des projections où est-ce que les tarifs se limiteraient à du 10%. Là, si t'entres la Chine là-dedans comme dans l'ensemble, là, pour l'instant, on sait pas où est-ce qu'on va aller avec le reste des tarifs qui vont s'appliquer au Canada, mais l'avantage qu'on peut tirer de ça, c'est que vu que les États-Unis sont présentement concentrés dans ce conflit-là avec la Chine, ça nous donne un répit de notre bord. Ça, c'est comme le seul avantage qu'on a, mais globalement, c'est sûr que, je veux dire, ça va affecter l'économie mondiale, puis des économies les plus faibles, comme le Québec, où est-ce que notre productivité tire de la patte, puis on a des déficits par-dessus la tête, tout ce genre de choses-là, ben c'est sûr que de notre côté, ça risque de nous frapper beaucoup plus fort que les nations qui ont une meilleure souveraineté économique, comme je dirais même, je pense que les États-Unis eux-mêmes vont traverser une récession à cause de ça. Et la réalité, c'est que si les Américains traversent une récession, nous, il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'on s'en tape une également. Fait qu'il faut prendre ça en considération. On a très peu de contrôle. Puis ce qui me fait un peu rire, c'est les fameuses promesses qui sont faites tant par les conservateurs que les libéraux. Je veux dire, j'accueille ces promesses-là d'un bon œil, mais tu sais, il y a, par exemple, Carney, là, il devait expliquer c'est quoi sa réponse à la guerre tarifaire de Trump. Ben, il parle, on va changer l'économie canadienne. On passe de 13 économies à une économie. Je suis comme, écoute, là, Trump, il est là pour 4 ans. Changer l'économie canadienne, t'en as pour une génération. Oui. Et quand on regarde l'échelle de temps... Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Mais c'est n'importe quoi. Ils croient pas à ça dans le fond d'eux-mêmes. C'est impossible. Ils croient pas. C'est des phrases creuses pour faire plaisir au monde. Ils savent très bien que c'est pas vrai, là. Ben, j'espère qu'ils savent que c'est pas vrai. Au moins, malheureusement, on dirait que le monde s'en rend pas compte. Ils voient ça comme une forme de leadership. Mais la réalité, c'est que les solutions pour faire face à Trump, il aurait fallu qu'on les prenne il y a 10 ans avant qu'on se mette à saboter l'économie canadienne à coup de taxes carbone puis de tout le niaisage qu'on a vu. Donc, malheureusement, il est comme trop tard pour flipper l'économie canadienne de bord. On peut commencer, mais faut pas se faire d'illusions, là. La crise s'en vient puis elle va nous frapper aussi fort. Puis ça, ben, ça va être le I told you so historique. On aurait dû se préparer auparavant puis pas prendre pour acquis l'économie puis l'état des relations avec les États-Unis. Exact. Alors, regarde, sérieux, juste sur ce point-là, moi, tu sais, tu parlais de récession aux États-Unis. Hier, Charlie Bilello montrait un graphique de ce qu'on peut voir de toutes les augmentations de coûts avec l'inflation depuis à peu près, 1975 à peu près. 1975, 77, 78, 79, 80, 81, c'est les plus grosses années de l'histoire pour l'augmentation des prix, aux alentours de 9-10% quasiment par année. Moi, j'ai vécu ça. Là. Jerry a vécu ça aussi. On a eu des méchantes récessions. Là, avec des magasins, des concessionnaires auto fermés, des magasins avec du papier beige dans les fenêtres sur une rue complète de magasins qui étaient en santé 3 ans avant. On a tous vécu ça. Là. C'est une des pires crises économiques, d'ailleurs, depuis 40-50 ans. Et depuis ce temps-là, les plus hauts taux qu'on a eus, ben c'est récemment. On a eu 5,5% à peu près, ce qui est énorme. On a eu à vivre avec ça, puis on a trouvé ça extrêmement difficile. C'était pas 10, mais c'était 5,5. Les gens ont été jusque-là. Et là, si cette guerre tarifaire-là se poursuit, dans le prochain 12 à 18 mois, le pic qu'on pognerait d'inflation annuelle, ça serait 6,7%. Avec celle qu'on vient de vivre là, sur 2 ans, là, c'est du plus. Moi, je pense que beaucoup de monde sont pas capables de passer à travers si jamais c'est ça, là. Il y a bien du monde qui va perdre leur maison. C'est carrément ça. Déjà,
entendons-nous, là, s'il y a moindrement un ralentissement de l'économie, il y a des jobs, il y a des entreprises qui vont fermer. Déjà qu'il y a des possibilités de délocalisation vers les États-Unis. En plus de ça, il y a des jobs qui se perdent là-dedans. Il y a des pertes de revenus pour le gouvernement. C'est à prévoir également. Puis là, si en plus on rajoute une inflation, parce que là, entendons-nous, il y a comme le contexte commercial, mais il y a aussi les tarifs que nous, on va s'imposer ou on va se faire imposer qui ajoutent à l'ensemble des prix. Puis ça, ben, je veux dire, comme tu l'as mentionné, on vient à peine de passer à travers la pire crise inflationniste depuis les 40 dernières années. Là, on va se replonger dans une autre back-à-back, alors que le Canada vient quand même aussi de doubler sa dette en quelques années à peine pour sortir de la pandémie avant ça. Qui a doublé sa dette en imprimant de l'argent, puis c'est ce qui a provoqué essentiellement l'inflation qui a suivi. Là, c'est pas la guerre en Ukraine, comme certains à Radio-Canada répètent encore. Là. Ben oui. Mais n'en reste que, je veux dire, ça va être le Canada dans 4 ans. Là. Ce qu'on dit en ce moment, on va le voir se dérouler au cours des 4 prochaines années, puis on va faire le constat. Peu importe qui est élu, honnêtement, c'est ce qui me fait le plus peur présentement en tant que quelqu'un qui est quand même dans la début trentaine, qui arrive. Moi, je suis quand même content, je suis propriétaire, j'ai mes affaires, mais de l'autre côté, je me dis, ma génération va rusher pas à peu près pour avoir droit à des conditions de vie, ne serait-ce qu'à peu près similaires à celles de leurs parents et grands-parents. Puis, je veux dire, déjà que l'accès à la propriété, c'est voué à l'échec. Là, je veux dire, il n'y a pas une seule solution qui est proposée. Ben, il y a des solutions de Poilievre que je trouve intéressantes parce qu'on s'attaque aux municipalités directement. Mais si tu prends les solutions de Carney une fois élu, c'est du soviétisme au mieux. Là, je veux dire, ça va pas vraiment bien fonctionner. Non. Fait que, tu sais, moi, c'est ma crainte, c'est qu'au final, si on prend la mauvaise décision cette fois-ci, dans 4 ans, le Canada sera pas reconnaissable. Puis, je parle autant d'un point de vue de ma génération, que je prends un point de vue plus régional, je vois des gens dans l'Ouest, là, présentement, là, du monde de mon organisation, puis des gens par extension qu'on connaît, qui eux autres, là, ils ont une crainte là, assez intense pour leurs industries dans l'Ouest, en Alberta. Là. Si Carney est élu, il va arriver quoi si avec les nouvelles lois qui vont passer pour empêcher l'extraction du pétrole puis du gaz là. Nous on est on va être touchés par le contexte économique. Quelle époque complètement folle, sérieusement. Puis on peut rajouter aussi parce que on sait que l'économie du Canada depuis 10 ans, ça a stallé pas mal. Les emplois, ben c'était du monde engagé au gouvernement, mais nous autres, les plus vieux se souviennent très bien justement de la période sombre du début des années 80. Où ce que tu as des employés de l'État qui ont été pénalisés. Là. Donc, quand tu travailles pour l'État, ça ne veut pas dire que t'es, autrement dit, t'es safe, là, parce que les autres, ils ont été touchés en 82, les employés de l'État. Ben oui. Il y a ce bout-là aussi, là. Faut pas oublier, là. C'est drôle, il y a une partie de moi qui pense que Carney, malgré tout, il se gênerait pas à sabrer dans la fonction publique. S'il avait pas le choix, je pense qu'il va être pas mal plus chirurgical que certains autres, là. Mais comme je vous dis, c'est quand même un banquier. Parce que là, il sort vraiment de l'extérieur de cette fonction publique. Et lui, c'est de la haute fonction publique d'où il vient. Puis il est pas mal au-dessus de ça. Il va pas se mettre à sabrer des cadres, là, puis des gens qui font des salaires dans 6 chiffres. Mais du monde chez Revenu Canada ou du monde qui travaille pour une société d'État fédérale ou via rail ou peu importe, moi, je m'attends à ce que si le Canada, on frappe une crise de liquidité au cours des prochaines années, on va voir pas mal de sociétés d'État se faire vendre. Puis, honnêtement, je dis Carney, mais je veux dire, mettons que Poilievre prend il se fait élire, mais il prend les mauvaises stratégies économiques, on risque de se retrouver avec à peu près le même résultat aussi, là. Hey, Nick, parle-moi un peu de votre sondage que vous avez sorti cette semaine concernant la bourse du carbone avec les Québécois. Très surpris de voir, content de voir que, contrairement à l'Assemblée nationale, il y a eu 125 députés sur 125 qui ont dit on la garde. Il y a au moins 1 sur 2, donc 50%. Ça veut dire que 75 élus au gouvernement qui font pas le job. Là. Ça montre qu'il y a vraiment une différence entre monsieur tout le monde et les gens qu'on élit, puis on dit c'est la grande démocratie. Mais je suis quand même surpris de voir que c'est pas plus que 50%. Vraiment, on vit dans une bulle bizarre, là. Oui, ben, effectivement, c'est une bulle bien bizarre, mais je pense que honnêtement, là, ça doit faire depuis 2018 que je travaille avec des organisations qui critiquent la taxe carbone au Québec ou la taxe carbone fédérale en général. Et je pense que c'est le meilleur sondage qu'on a pu avoir, de vraiment question 100% neutre et tout ça, où est-ce qu'on voyait que le Québec était vraiment pas mal plus divisé sur cette question-là qu'il l'était. Là. Moi, je me souviens, en 2018, on aurait fait ce sondage-là, puis on arrivait dans des affaires comme 35-65. 35 qui sont contre la taxe carbone. Donc, ça a changé pas mal. L'affaire aussi, c'est quand on regarde les résultats du sondage que nous, on a fait, t'as quand même, c'est 49%, en fait, le sondage initial, c'est 49% qui sont contre la taxe carbone. Donc, le 1 sur 2, il est là. 32% qui sont pour. Donc, c'est quand même, il y a vraiment juste un tiers des Québécois qui
qui appuient la taxe carbone. Moi, je trouve Et ça t'as quand beaucoup. même- Je trouve ça beaucoup un tiers. C'est quoi leur histoire? J'essaie de comprendre. C'est quoi le patron? Ils n'ont pas de chance, autres. Ben, leur histoire, c'est d'être quelqu'un de Montréal ou de Québec. C'est d'être un jeune Oui. entre 18 et 34 ans, puis d'habiter la ville, puis d'être quelqu'un du milieu urbain. C'est pas mal là qu'on voit la concentration des gens qui pensent que la taxe carbone, finalement, ne les affecte pas. Puis ça, il reste une partie de la pédagogie à faire à ce niveau-là, parce que les gens à l'extérieur de Québec et de Montréal, c'est là qu'on voit là, que la concentration du vote contre la taxe carbone est plus importante. Pourquoi? Ben, plus t'es amené à prendre ta voiture et à te déplacer du point A au point B, ce qui est moins... le cas, par exemple, si tu habites à Montréal, où est-ce que tu vas te déplacer, mettons, en transport en commun, à titre d'exemple comme ça, ou si tu te déplaces en voiture, c'est généralement des moins longues distances. Donc, oui, tu vas faire le plein de ton véhicule, mais le coût, au final, va être moins important que si tu te déplaces, mettons, dans les Laurentides ou ça, n'importe ce genre de place-là. Fait qu'on remarque qu'en région, plus tu payes la taxe carbone, ou du moins plus tu payes cher en essence, essentiellement, là, plus t'es écœuré, plus tu te poses de cette taxe-là. Donc, il y a une bonne nouvelle à ce niveau-là. Puis quand tu élimines le 19% d'indécis de l'équation, parce qu'il y a quand même des gens qui sont entre les deux, c'est-à-dire ils comprennent qu'on est les seuls caves à payer une taxe carbone présentement parce que ça fait aucun sens. Mais de l'autre côté, ils se disent ouais, mais tu sais, peut-être que ça fonctionne. Parce qu'ils se sont fait quand même, ça fait 12 ans qu'on se fait répéter par le gouvernement, oui, mais quand on va payer la taxe carbone, là, que ce soit au fédéral ou celle du Québec, ça va régler tous les problèmes, ça va réduire les émissions, paye ta taxe carbone, puis continue à vivre ta vie comme auparavant, pose pas plus de questions, le gouvernement s'en charge. C'est quasiment comme ça que ça a été présenté initialement. On va vous facturer une taxe carbone, on va aller chercher des revenus pour le mettre ça dans un fonds vert, puis avec ce fonds vert-là, on va investir dans des initiatives vertes et renouvelables, puis ça va régler les problèmes de changement climatique. Fait que ça, c'est un no-brainer pour bien du monde qui disait, ben OK, ben si c'est ça la lutte au changement climatique, une petite taxe équivalente d'un café par semaine, we're good. Ben l'affaire, c'est que finalement, ben c'est plus un café par semaine. On est rendu plus aux alentours de 5-6 cafés, 7 cafés. On est rendu, quand tu regardes le coût de la taxe carbone, c'est 9 à 10 cents par litre d'essence. C'est plus de 400 $ par année par véhicule familial. Et ça, l'affaire que bien du monde ne semble pas comprendre, c'est que cette taxe-là est appelée à augmenter. C'est pas une taxe steady. Elle connaît des variations. Elle a été plus élevée auparavant, mais elle va être plus élevée d'ici 2030, en fait. Parce que il y a des mécanismes dans ce fameux marché de carbone entre le Québec et la Californie qui font en sorte qu'éventuellement, il va y avoir de moins en moins de parts de carbone sur ce marché-là que les entreprises vont pouvoir acheter pour pouvoir compenser pour leurs émissions, et ils vont devoir donc faire de la spéculation et acheter les parts les unes aux autres, et c'est là que le prix du carbone va augmenter. Et mine de rien, là, on regardait les projections, présentement, c'est à peu près 10 cents par litre en 2025. Si 2030, on parle d'environ 20 cents par litre. Donc ça va possiblement doubler d'ici les 5 prochaines années. Et ça, c'est drôle parce que François Legault, il en a pas parlé. François Blanchette, quand il a introduit ce mécanisme-là, il en a pas parlé non plus. Et l'affaire, c'est que jusqu'à tout récemment, puis ça, je tiens à le rappeler, puis c'est pour ça qu'au Québec, on est encore dans cette division assez importante au niveau de l'appui à la taxe carbone, c'est que là, on s'est fait croire qu'on n'avait pas de taxe carbone. À chaque fois qu'on interpellait François Legault, on se faisait dire « Oh, on n'a pas de taxe carbone, on a une bourse de carbone, on a un marché de carbone, on a un système de plafonnement, on n'a pas de taxe carbone, ça c'est le fédéral. » Mais à la fin de la journée, c'était une perception du gouvernement qui s'en allait dans un fonds, qui s'en allait finalement être dilapidé pour des niaiseries, pour subventionner des autobus de Lyon électriques qui finalement roulent pas. Puis c'est des affaires comme ça, là, qui ont finalement été subventionnés par le fonds vert. Fait que, tu sais, je pense que c'est une très bonne nouvelle de que ça, finalement, on a quand même des résultats où est-ce qu'un Québécois sur deux sont contre la taxe carbone, puis ça tombe bien, en fait, qu'on le sorte aujourd'hui, parce que ça fait exactement 7 jours que 102 députés, pas les 125 exactement, mais 102 députés, donc les 102 qui étaient présents, ont tous voté pour garder la taxe carbone. Puis là, tu remarques effectivement, un Québécois sur deux sur cet enjeu-là n'est pas représenté. Là, j'ai encore une fois retiré mon chapeau de non-partisan, celui qui est un peu plus conservateur, puis dire, ça, c'est comme envoyer une balle pour dire à certains partis qui sont pas encore représentés à l'Assemblée nationale, voici un enjeu qui peut être intéressant pour vous. Mais à la fin, moi, ce qu'on espère, c'est de maintenir la pression sur François Legault jusqu'à ce qu'il finisse par reculer. Et honnêtement, je suis persuadé qu'il va finir par reculer d'ici les élections provinciales. Il n'y aura pas le choix éventuellement. Et si en plus Poilievre gagne les élections fédérales, ça vient nous sécuriser pas mal garanti. Parce que là, on est assuré que la taxe carbone dans le reste du pays, elle ne revient pas. Puis là, le Québec aura comme pas le choix. Parce que, entendons-nous, si Carney est élu le 28 avril, ça change complètement la dynamique par rapport à la taxe carbone. Lui, il a dit clairement... Lui, il va introduire une nouvelle sorte. Ça va ressembler probablement à la Bourse du Québec, là.
ça va ressembler énormément à notre bourse, puis là, on n'aura plus vraiment l'incitatif à s'en débarrasser, parce qu'il faut rappeler une chose. On paye moins cher notre carbone que dans le reste du Canada. Là, ils le payent plus, là, ils ont plus la taxe sur les consommateurs, mais quand ils la payaient encore, eux autres, c'est environ 21 cents par litre d'essence qu'ils payent cette année, ou du moins qui étaient supposés payer cette année à partir du 1er avril. Là, ils payent zéro, donc c'est pour ça qu'on voit une grosse disparité au niveau des prix. Mais le Québec, nous, c'est 10 cents. Fait que nous, ça nous coûtait moins cher. Fait que l'incitatif à se débarrasser de la taxe carbone quand le fédéral va revenir à la charge avec un nouveau mécanisme sous Carney, ben, il sera plus là. Fait que là, on espère que dans les 2 prochaines semaines, il va y avoir peut-être un petit miracle qui va s'assurer que cette taxe-là va disparaître. Mais ceci étant dit, au moins la porte est ouverte puis les Québécois sont réveillés sur cet enjeu-là. Fait que c'est sûr qu'un Québécois sur 2, on trouve que c'est pas assez. J'ai trouvé tes bobos du centre-ville de Montréal et de Québec. Voici le candidat du NPD dans Québec même. Je sais pas, là, un gars qui a besoin d'aller faire un tour chez le barbier. Un gars, il a bien peur, lui. Les gens savent que si je suis élu, je vais militer pour qu'on aille notre tramway à Québec et que je vais militer contre un 3e lien autoroutier. Donc, mes couleurs sont annoncées, les gens décident de voter pour moi ou non, et ensuite, moi, je vais considérer que j'ai un mandat à défendre. Ensuite, les décisions qui sont prises par les autres paliers leur appartiennent, puis clairement, on va travailler le plus près possible avec la province, avec la municipalité, pour développer les meilleurs projets pour eux. Mais c'est certain que là, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte d'effondrement écologique. Donc, à chaque année, au jour du dépassement, le fameux jour où on réalise qu'on a dépensé toutes les ressources de la planète, on se dit « Maudit, c'est-tu plate, hein? Tu sais, comme tous nos écosystèmes sont en train de s'écrouler. Bon, parfait, je vais aller souper. » Donc là, il faut régler ce problème-là. Il faut avoir des transports collectifs qui soient efficaces, parce qu'évidemment, l'empreinte... Tu mets des autobus, tout se règle. Tous les écosystèmes sont arrangés, la planète s'arrange, elle guérit de même de manière instantanée. C'est incroyable, pareil. Je capote. Sauver la planète en ne construisant pas de pont entre Lévis et Québec. Je sais pas combien de ponts se sont construits au cours de la dernière année sur la planète, mais on est comme la seule place où ça se passe pas, là, ça a l'air, mais... Non, Puis des gens qui font le tour de l'Est vers l'Ouest pour s'en aller vers l'Est, c'est pas très bon pour la planète, là. Si tu as une circulation fluide parce que tu as une ceinture alentour d'une ville ou d'une région, écologiquement, je pense que c'est probablement un des problèmes. Moi, j'ai toujours dit, le projet de 3e lien à Québec, c'est un des projets les plus green qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Beaucoup plus green que le tramway, parce que ça touche à énormément de gens. Et là, tu fais moins de kilométrage, tu es moins pogné dans le trafic, tu n'as pas besoin de faire un grand détour pour t'aller ramasser du point A au point B en passant par le point C. Ça prend juste un peu d'intelligence, un peu de logique pour comprendre que la patente n'a pas rapport. Mais lui, regarde, comment est-ce qu'il a dit ça? L'écosystème est en train de s'écrouler. Donc, l'effondrement écologique. Ouais, c'est ça, l'effondrement écologique. J'aime beaucoup. Oui. Hey, les profs ont fait un job incroyable. Sérieux, là. Les profs d'école ont fait un job extraordinaire. Ils ont démoli bien raide. Lui doit être persuadé que sa taxe carbone sauve la planète. Là. Lui est persuadé que c'est le gouvernement du Québec. C'est le même gouvernement qui est pas foutu de réparer nos routes comme du monde, qui est pas foutu qui nous laisse un système de santé qui est épouvantable. Puis la moitié des écoles au Québec sont vétustes, mais une chance qu'on paye une taxe sur le carbone pour sauver la planète. C'est vraiment ça que je me dis à la fin de la journée. Là. Exact. Hey, thank you, Nick. Belle fun. Donc, contribuable.ca avec un S pour les gens qui veulent suivre sur le site web. T'es sur X également, donc Nicolas a toujours de bons tweets. J'ai aimé ton tweet, c'est carottes. Les mini-carottes, oui, j'aimais ça, le petit tweet. À se poser la question, comment on peut avoir 5 millions alors que le gouvernement saigne en ce moment, qui fait des coupes. On me parle dans les réunions de la santé, on me dit que c'est ouvertement dit devant des représentants d'équipe, des chefs d'équipe, des gens du syndicat. Dans les hôpitaux, c'est des coupures de 3,6 milliards. Qu'ils doivent trouver très rapidement. Donc, comment tu peux avoir, si tu coupes en santé 3,6 milliards, comment tu peux trouver 5 millions pour des mini-carottes? Quand même bizarre. Ouais, c'est surtout qu'on dirait que cette promesse-là a été faite sur le fond de on va révolutionner le marché, puis on va créer un marché local, puis ça va nous coûter 5 millions de dollars, puis c'est comme « just trust me, bro », là, c'est quasiment ça qu'il a fait. Tu sais, honnêtement, on parle de mini-carottes, c'est carrément des carottes qu'on va couper et qu'on va mettre dans du chlore, là, puis tout le monde voit ça comme la meilleure invention depuis la roue, là. C'est totalement ridicule comment ça a été annoncé, là, mais c'est ça, c'est 5 millions pour un nouveau marché, puis on va se faire croire que le privé aurait pas pu mettre de l'argent là-dedans.
fallait absolument que ce soit les contribuables qui prennent encore une part de Oui, c'est des grosses carottes coupées en petites carottes, là. C'est pas des petites carottes, ça pousse pas, là. Puis j'ai hâte de voir leur prix. J'ai hâte de voir le prix des mini-carottes du Québec, là. Ça va être... J'ai hâte de voir ça va être très abordable, ces affaires-là. Après moi, ça va être les plus chers dans le rack. Pas possible. Puis on va se rendre compte, tout le monde, ils vont dire qu'ils achètent, j'achèterai pas les Américains. 3 ans plus tard, la compagnie est en faillite. On connaît, we know the game, we know the drill. On sait comment ça marche. C'est comme le fameux ketchup bleu, le panier bleu. C'est comme tout ce qu'on a vu au cours des dernières années. Là. Je veux dire, les mini-carottes, c'est le pinacle de tout ça. On peut se mettre un timer, puis on s'en parle littéralement dans 3 ans, jour pour voir si on range où les mini-carottes. La compagnie de carottes va fermer, là. On sait bien, là. On sait. Pas de sens. C'est la minute que le gouvernement met 1 pièce là-dedans, on sait comment ça finit. Là. C'est parce que si le gouvernement est obligé de mettre de l'argent là-dedans puis que le privé il va pas, puis les banques ils vont pas, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas de marché puis on sait que ça marchera pas. Là. Exact. En passant, je pense que la compagnie s'appelle Produits Frais FMS. Fait que je sais pas si son coté à la bourse d'une quelconque manière, mais à shorter si jamais. Parce que ça, je dis rien, là, mais c'est pas un conseil financier, mais bon. Thank you, Nicolas Gagnon. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oh! On est déjà rendu à lancer le week-end, mon ami. C'est le temps de l'aubergiste. On lance le week-end. Oui. C'est nous autres qui est les plus vite au monde pour lancer le week-end. On est dans les bulles pour Pâques, mais avant, il faut dire qui présente l'aubergiste, j'imagine. C'est le fameux rhum coco de la rhumerie Grand Charbon. C'est-tu bon, du rhum coco? C'est incroyable. J'ai eu quelques messages de... Tu sais, quand tu reçois un message, ça veut dire qu'en réalité... Tu reçois 1, 2, 3 messages, mais en réalité, ça fait beaucoup de monde. Hein. C'est un message représente beaucoup de monde. Le monde dit, hey, rhum coco, c'est donc ben bon. C'est incroyable. Donc, une crème de rhum coconut à l'érable. Donc, c'est moins sucré que la plupart des autres crèmes. C'est tout à fait extraordinaire. Tu sais, c'est bien balancé. C'est la belle bouteille bleue ciel. C'est vraiment fantastique. Et tu rajoutes un petit peu de jus d'ananas. Tu shakes ça avec de la glace concassée, ça va te donner quelque chose de fantastique. Donc, rhum coco, la bouteille bleue, puis c'est vraiment, vraiment bon. Puis ça fait sud, ça fait vacances. Et là, justement, vacances, ben c'est une belle fin de semaine. Une fin de semaine de Pâques, ça, c'est le fun. Et j'avais promis des bulles, des petites bulles. Donc, un vin mousseux. Tu sais, la SEQ, je pense qu'il y a fait comme 600 choix de vins mousseux. On va dire que le SEQ, il se donne la peine là-dedans. Faut lui donner. Là, c'est plate parce que tout ce qui est américain était tassé. Ça, à un moment donné, il faudra que ça arrange. Ça s'arrange. Je veux dire, arrêtez. Là. Remettez. On est des clients, là. On est des clients, disons. By the way, est-ce que la SEQ nous appartient? Mais mets le stock américain, ces tablettes. Puis regarde, on l'arrête ça. Là. On va arrêter tout ça. Là. Okay? Parce qu'il y a des bonnes bulles américaines, justement. Mais tu sais, qu'on parle de vin mousseux, ben, on parle de champagne, hein, le fameux processus, donc la méthode champenoise, la fermentation, la deuxième fermentation en bouteille. Donc, il ajoute de la levure, il ajoute du sucre, et c'est ça qui fait la fermentation. Ça fait des belles petites bulles, ça fait un super champagne. On parle de Prosecco. Le Prosecco, c'est super italien, le Prosecco. C'est la méthode Charma qui appelle, donc fermentation en cuve. Donc là, à place de fermenter en bouteille, il va fermenter dans des grandes cuves sous pression. Donc ça, c'est leur méthode. Les fameux pétillants naturels, les Moscato d'Asti et les Cava. Cava, ben, c'est des Espagnols. Cava, c'est des Catalans. Catalunya. Les Catalans, fermentation en bouteille, comme le champagne. Donc, Espagne, Barcelone... C'est le Cava Festival. C'est incroyable. Les Cava, comment ils sont extraordinaires. Et il y a 3 types de Cava. Il y a le cépage, parce que tu as des cépages précis pour faire du Cava. Tu as le Macabeu, donc c'est très floral. Tu as le Parellada, qui est très, très délicat.
On va le dire. Là. C'est fraîcheur, grande délicatesse. Et le Zarello, plus puissant, plus structuré. Mais là, le cava que je vous présente, qui est une beauté incroyable, et la bouteille coûte 20,30 $. Capoté, là. Non, c'est capoté. Ça, c'est un deal, ça n'a pas de bon sens. Ça, pour vrai, là, moi, je ne suis pas gêné d'en acheter 12. J'ai une caisse, là. 20 et 30. Quel deal fantastique. Donc, la bouteille que je vous présente, ben c'est le mélange des trois. Donc, il y a du... Il y a tout ce qu'il faut, là. Le côté floral, le petit côté délicatesse, justement, et la petite structure, dans le sens que c'est pas trop délicat, il y a un goût. C'est fantastique. Le nom, Cygnus. C-Y-G-N-U-S. Cygnus, Sador. Donc, c'est un brut nature. Et c'est... Regarde, les bulles... Ça c'est important. Les bulles sont très fines, mais il n'y a pas trop de bulles. Je m'explique. OK? C'est pas un 7-Up. Dans le sens que, des fois, quand tu t'achètes des fois un Prosecco, je prends Prosecco, parce que ça m'arrive souvent sur le Prosecco. Beaucoup de bulles dans le Prosecco. Mais ça, à un moment donné, tu te demandes si tu as une liqueur dans ton verre ou tu veux dire si c'est un champagne ou si c'est un 7-Up. Là. Non, ça prend des bulles. Ça prend des bulles fines. Mais il faut que ça soit délicat. C'est ça l'affaire. Et aussi, ben justement, le Cygnus, il n'y a pas le petit... Tu sais, l'astringence. Là. Des fois, quand tu prends un mousseux, des fois, ça vient comme un peu surette d'un joue. Là, tu n'as pas ça. Là. Non, là, tu n'as pas ça du tout. Donc, c'est une bodega. C'est une bodega extraordinaire. Quoi. C'est à 50 km à l'ouest de Barcelone. Tu sais, la bodega, vous pouvez aller voir le site Internet, c'est de toute beauté. Là. C'est U-MES-U. Donc, U, la lettre U, MES, M-E-S, et la lettre U, .wine. U-MES-U.wine. Vous allez voir la gang. Là. Ils ont une dizaine de cavas offerts. Ils font du vin blanc aussi, mais les autres, leur spécialité, vraiment, c'est le cava. Et le Cygnus, Sador, c'est le nom. Et puis ça, là, ça, c'est capoté. Là. Ça, là, c'est le Sparkling Wine of the Year de 2025. Gang, regarde, c'est fou, là. Grand prix d'excellence chez Atkins cette année. Coté 91 points chez Parker cette année. Pour une quille à 20$. Hein, t'as peu, là. Ça se peut pas, là. C'est pas possible. 30 mois de fermentation sur lit. Une bouteille à 20$. Ça se peut pas, là. Donc, c'est de toute beauté. C'est incroyable. Je vous le dis, là, c'est un deal à la SAQ, là, OK? Vraiment, là. Et c'est drôle parce que il a gagné un autre prix, moins connu, mais comme autrement dit, il appelle ça Escumos Catala. Donc, ça veut dire comme le jus catalan d'entrée de gamme. Donc c'est une espèce de concours qui existe. On dit jus, en fait, compte, on dit mais c'est toutes les bouteilles pas chères, en fait, compte, là. Ben, il a gagné un prix dans les bouteilles pas chères. Donc, c'est comme le top du pas cher. On va le dire de même. Brut nature, 20,90 $, 11,5 % alcool, 4,3 grammes de sucre au litre. Donc, ça se compare à quoi? C'est normal que de la bulle, il y a toujours plus de sucre. C'est tout à fait normal. Parce que ça se compare à un champagne extra brut. Tu sais, un champagne extra brut, champagne, il y a plusieurs gammes dans le champagne. Un brut, c'est 10 grammes de sucre au litre. Un demi-sec, 50 grammes de sucre au litre. C'est sûr que le demi-sec, si un jour vous goûtez à un champagne demi-sec, vous allez avoir un choc, là. C'est peut-être la meilleure affaire que vous avez jamais bu dans votre vie, là. Mais l'affaire, c'est que le demi-sec, c'est 50 grammes de sucre. Mais c'est tout à fait incroyable, là. Si tu veux faire un party, tu achètes du demi-sec. Le lendemain, le monde a mal à la tête un peu. Mais il veut dire, le soir même, c'est la fiesta, là. Ça va être l'enfer. Mais là, ici, on fait attention un petit peu.
sur le sucre. Donc, ça se compare à un extra brut. Cygnus Sador. Vous allez adorer ça, puis c'est parfait pour... Puis, les histoires de mélanger avec du jus d'orange, moi, j'ai rien contre ça, là. Mais moi, le Cygnus, je dis, ouais, il me coûte juste 20$. Non. Non, je refuse. L'aubergiste refuse. Vous prendrez un Prosecco à 15$ la bouteille, vous ferez vos mélanges. Goûtez au Cygnus Sador solo. Pas trop froid. Et vous allez dire, oh oui, là, je touche à quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, CYGNUS. Il y en a partout, là. Il y a du stock. Il y a du stock en masse dans les SAQ. Puis comme je vous dis, il a rapporté beaucoup de prix cette année, mais dans les autres, l'année passée aussi, en 2023 aussi. Mais cette année, c'est incroyable. C'est le vin mousseux de l'année. Là. À 20$ la bouteille, vous allez adorer ça. L'aubergiste vous est présenté par Rhum Coco de la Rhumerie Grand Charbon. Rhum Coco, c'est une crème de rhum tout à fait extraordinaire. Coconut, érable. Et justement, c'est bien balancé. T'sais, on parle de l'érable et le coconut, là, ça se boit bien. Et c'est moins sucré que la plupart des autres crèmes. En cocktail, c'est parfait. Sur de la belle glace concassée, de la glace de qualité. Et aussi en pina colada. Vous allez adorer ça. Donc, recherchez la bouteille bleue, Rhum Coco de la Rhumerie Grand Charbon. Et vous allez voir que c'est un produit fantastique. C'est un produit d'ici. Puis c'est une gang vraiment le fun. Là. La gang de la Rhumerie Grand Charbon. Et c'est des pirates. Puis ça, c'est le fun. Et voilà, le week-end est lancé grâce à l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat.